L'histoire de la guerre en Ukraine a principalement été racontée comme celle de deux pays, l'Ukraine et la Russie. Mais elle concerne aussi l'Occident. L'Ukraine a réussi à se donner une réelle chance de résister principalement grâce à son ingéniosité et à son innovation. Mais il y a aussi une dépendance aux sanctions et armes occidentales, et à savoir si l'Europe et les États-Unis resteraient alignés avec l'Ukraine, pour l'aider à négocier en position de force. Pendant ce temps, la Chine attend patiemment dans l'ombre, récoltant les bénéfices. Ils ont discrètement profité en achetant du pétrole russe à bas prix, aidant Moscou à rester à flot, et souriant devant les caméras de sommet en sommet. D'autres dirigeants mondiaux ont même qualifié la relation entre la Russie et la Chine d'amitié sans limite. Cependant, cette amitié n'est pas tout à fait sans limite, et semble reposer sur le fait que la Chine profite des points faibles de la Russie. Vous avez probablement entendu la version résumée, qui tourne autour de la Sibérie. L'idée est que la Chine souhaite secrètement récupérer ses anciennes terres, les vastes territoires de la Mandchourie extérieure que l'Empire Qing a perdu au profit de l'Empire russe au XIXe siècle, pendant ce que Pékin appelle encore amèrement le siècle de l'humiliation. Et cette version n'est pas une pure fantaisie. Il y a une part de vérité derrière cela. C'est aussi la partie la plus remarquée de l'histoire, mais celle qui en dit le moins sur ce qui se passe vraiment. Parce que pendant que tout le monde se dispute pour savoir si un jour les chars chinois traverseront l'Amour, la Chine s'est discrètement attaquée à quelque chose de bien plus précieux et de bien plus facile à prendre. Le levier, c'est le point faible que la Russie pourrait ne pas pouvoir défendre. Commençons par la partie que beaucoup connaissent déjà à moitié, car elle pose le décor pour la suite. Le contentieux territorial en Mandchourie extérieure est réel, du moins en partie, et Pékin l'a ravivé de manière bien plus concrète que de simples discussions sur Internet. En février 2023, le ministère chinois des Ressources naturelles a publié une déclaration suggérant qu'il utiliserait d'anciens noms chinois pour 8 endroits le long de la frontière russe, en plus des noms russes. Vladivostok, le quartier général de la flotte du Pacifique russe, devait être appelé Hai Shenwei. L'île de Sakhalin est devenue Kuyekuyeidao. La chaîne de montagnes Stanovoï est devenue la chaîne extérieure de Xingan. Tous les changements concernaient les principales villes de l'extrême-orient russe, et un gouvernement étranger venait d'ordonner à ses cartographes de les faire figurer sous les noms d'un empire disparu. Les tensions ne se sont pas arrêtées là. Plus tôt cette année, la Chine avait déjà publié une directive modifiant les noms de plusieurs lieux de la région. Puis, en août 2023, la nouvelle carte officielle du pays a inclus l'intégralité de l'île Bolchoï-Ussuriski à l'intérieur des frontières chinoises. Cela a de l'importance car, en 2008, la Russie et la Chine avaient officiellement réglé le statut de cette île, acceptant de la diviser à peu près en deux. La Russie a même cédé du territoire pour sceller l'accord. Pourtant, voici la cartographie officielle de Pékin, 15 ans plus tard, effaçant discrètement ce compromis et coloriant toute l'île en rouge chinois. La même carte engloutissait également des territoires disputés revendiqués par l'Inde et presque toute la mer de Chine méridionale. La Russie n'était donc pas la seule concernée. La Russie minimise publiquement la question, affirmant que la frontière est réglée. Mais des analystes cyniques y voient un message discret à la Russie et à ses voisins. La Chine n'oublie jamais l'étendue de son empire. En mai 2024, lors de la visite d'État de Vladimir Poutine à Pékin, les deux parties ont même signé une feuille de route pour le développement conjoint de cette île précisément. Cette déclaration, en elle-même, ressemble davantage à une volonté de la Russie d'affirmer fermement qu'elle possède la moitié de l'île et qu'elle y maintient toujours sa revendication. À ce stade, la plupart des récits dérapent souvent, car cela se comprend facilement. Après tout, les régions russes, à la frontière avec la Chine, ne comptent que 8 millions d'habitants, et sont éloignées des centres de population et de gouvernance du pays. Dans un monde imaginaire, la Chine pourrait prendre le territoire avant que la Russie ne s'en rende compte. Et la plupart des rapports, qui suggèrent une invasion, soulignent également que cela correspondrait exactement à la volonté de la Chine de réaliser la grande renaissance de la nation chinoise en reprenant secrètement les territoires perdus. Que ces parties de l'extrême-orient russe appartiennent de droit à la Chine, et qu'une Russie affaiblie, embourbée en Ukraine, est une proie facile. Cependant, une conquête militaire de la Sibérie est presque la chose la moins probable que la Chine tenterait. La Russie possède des armes nucléaires, et la frontière est légalement établie. La Mandchourie extérieure, seule région d'Extrême-Orient réellement perdue par la Chine, ne détient pas les importantes réserves de pétrole et de gaz fantasmées, situées plus au nord et à l'ouest.
La véritable histoire est plus discrète et d'une certaine façon plus dommageable pour la Russie, car elle se déroule déjà et Moscou peut difficilement l'arrêter. La Chine n'a pas besoin d'envahir l'extrême-orient russe, car la Russie en cède peu à peu le contrôle, selon la plupart des estimations. Pour cela, nous devons regarder en haut de la carte, le long de toute la côte nord de la Russie, et jusqu'à la route maritime du nord. Du côté russe, cette voie maritime s'étend de la mer de Barents, près de la Norvège, jusqu'au détroit de Bering à l'est. Pendant la majeure partie de l'histoire, elle était gelée, inutile, un vaste désert blanc. La fonte de la glace arctique fait de cette route l'un des corridors les plus stratégiques du monde. Un navire partant du nord de la Chine vers le nord de l'Europe, en longeant la côte arctique russe, peut réduire son trajet de 30 à 40% par rapport au long détour par le canal de Suez. En octobre 2025, un seul porte-conteneur a effectué le trajet d'un port de l'est de la Chine jusqu'au Royaume-Uni en 20 jours. Le voyage par le canal de Suez dure 40 jours, par le cap de Bonne-Espérance 50 jours. Réduire le temps de transport de moitié diminue aussi consommation de carburant, coût et empreinte carbone. Pour une économie exportatrice comme la Chine, c'est bien plus avantageux qu'un territoire sans population, ressources ou intérêts géopolitiques. La route du Nord traverse principalement des eaux que la Russie revendique. Sur le papier, la Russie devrait être le gardien et percevoir des péages sur la route la plus importante du monde, mais elle n'a pas les moyens de maintenir ce contrôle. Comparez les objectifs initiaux de la Russie à ses réalisations réelles. Vladimir Poutine a signé un décret imposant le transit de 80 millions de tonnes de marchandises par la route maritime du Nord en 2024. D'anciens documents de planification prévoyaient en même 90 millions. Mais Rosatom, la société d'État qui gère la route, a en réalité déclaré un peu moins de 38 millions de tonnes de marchandises transportées cette année-là. Maintenant, pour être juste, c'était un record, environ 1,5 million de tonnes de plus que l'année précédente, mais c'était moins de la moitié de l'objectif officiel. Et cet écart à lui seul suffit à analyser la position de la Russie dans son propre Arctique. Certains experts ont commencé à décrire la route comme un trou noir pour le budget national, un projet qui engloutit de l'argent et ne rapporte presque rien. Pire encore, la Russie n'a pas atteint ses objectifs de construction des brise-glaces, essentiels à la route, ce qui constitue le principal problème de la voie maritime arctique. Elle ne fonctionne pas seule, et on ne peut pas juste envoyer un navire en espérant qu'il traverse l'océan et arrive à destination. Les brise-glaces permettent aux navires de circuler à travers la glace en ouvrant la voie aux autres. La Russie possède toujours la plus grande flotte de brise-glaces au monde, avec environ 40 navires polaires dont 8 à propulsion nucléaire. C'est un véritable avantage que le pays a développé au fil des décennies, remontant à l'époque soviétique. Les joyaux de la couronne sont les nouveaux navires du projet 22220, l'Arctique, le Sibir, l'Oural et la Yakoutie. À leur lancement, ils étaient les plus grands brise-glaces du monde. Pour garder cette avance, la Russie doit construire davantage de navires. Dans un rapport, il est suggéré que la Russie souhaite disposer d'au moins 13 navires nucléaires et avoir 17 brise-glaces disponibles en permanence. Donc, on parle d'au moins 5 navires supplémentaires à construire d'ici 2030, et les mêmes mécanismes qui freinent la Russie dans la guerre commencent à apparaître ici. Avant de continuer, abonnez-vous à The Military Show. Nous publions chaque jour des vidéos pour suivre les moments clés de la géopolitique mondiale. Pour revenir aux brise-glaces, il faut mentionner le Rossia, navire amiral russe de la prochaine génération de brise-glaces de classe leader. C'est un monstre conçu pour être environ 2 fois plus puissant que les brise-glaces du projet 2220, apparemment capable de creuser un chenal de 50 mètres de large à travers une glace de plus de 4 mètres d'épaisseur. La construction a commencé au chantier naval Zvezda, dans l'extrême-orient, en 2020, mais début 2026 seule une fraction du navire avait été achevée, et sa date de livraison est déjà passée de 2027 à 2030. Les raisons en sont presque comiques. Des éléments clés de la coque devaient initialement venir d'une usine à Kramatorsk, à Donetsk, qui a été détruite pendant la guerre. Ensuite, des couvercles de remplacement pour les réacteurs du navire ont été perdus en mer lorsque le cargo russe qui les transportait a coulé en Méditerranée. Et la Russie n'est pas le seul obstacle dans ce projet. Le Tchoukotka, un autre brise-glace nucléaire, a été lancé en grande pompe à la fin de 2024. Mais il n'était achevé qu'à environ 70%. La date initiale de livraison, en 2026, ayant été repoussée à 2027. Les navires plus petits suivent le même schéma. En août 2025, l'opérateur portuaire d'État russe a tout simplement
annulé un contrat de 200 millions de dollars pour 2 nouveaux brise-glaces auxiliaires, invoquant des retards de construction, l'absence de composants étrangers et les sanctions. Ils devaient être les premiers navires russes de leur catégorie capables de briser 1,5 mètre de glace solide. Et maintenant, la Russie devrait utiliser sa flotte existante de façon beaucoup plus intensive tout en essayant de l'entretenir. Au milieu de tout cela, la Chine a décidé qu'elle ne voulait plus dépendre des brise-glaces russes pour utiliser l'Arctique russe. Début 2026, la Chine a dévoilé la conception d'un brise-glace nucléaire de nouvelle génération capable de fendre une glace de 2,5 mètres. Le chantier qui le construit est placé sous l'égide de la China State Shipbuilding Corporation, l'un des plus grands constructeurs navals au monde. La Chine développe directement la capacité de gérer l'Arctique elle-même, et ceci n'était que l'apogée du projet. Plus tôt à l'été 2025, la Chine a déployé 5 navires de recherche brise-glace près de l'Alaska, sa plus grande opération de ce type dans la région à ce jour. À la tête de cette flottille se trouvait le Zhuelong 2, le brise-glace le plus puissant construit en Chine. Il était parti de Shanghai en juillet, avait traversé le détroit de Bering, et avait passé la saison à opérer dans les mers des Tchouktches et de Beaufort, près de l'Alaska et de la côte arctique de la Russie. La garde côtière des États-Unis l'a suivi, le Canada aussi. L'année précédente, ce même navire était devenu le premier brise-glace chinois à faire escale à Mourmansk, la principale ville arctique de la Russie. En septembre 2024, la Russie et la Chine ont mené leur première patrouille conjointe dans l'Arctique, avec 2 navires de la garde côtière chinoise et 2 patrouilleurs russes, traversant ensemble le détroit de Bering. La flottille est passée en vue de l'Alaska sur le chemin du retour vers le Pacifique. Maintenant, en apparence, cette patrouille conjointe ressemble à un partenariat. Mais la Russie est la puissance arctique établie, celle qui a tout à protéger. La Chine, nouvelle venue, celle qui a tout à gagner, profite de sa coopération avec la Russie pour acquérir l'expérience et le matériel nécessaires à ses futures opérations dans l'Arctique, avec ou sans la Russie. La fondation Jamestown l'a résumé ainsi. La Russie et la Chine veulent des choses différentes de l'Arctique. La Russie le considère comme une zone de sécurité, une question de souveraineté et de défense. La Chine y voit une opportunité économique, une route commerciale, une base de ressources. Pour l'instant, ses intérêts convergent. Cependant, les analystes craignent qu'ils ne convergent pas toujours et que le partenaire le plus faible perde en cas de divergence. Et c'est là que le langage soigneusement choisi par la Chine revient hanter Moscou. En 2018, la Chine s'est déclarée État quasi-arctique et a exposé sa vision d'une route de la soie polaire. La Russie n'a pas apprécié cette expression. En 2020, l'envoyé russe auprès du Conseil de l'Arctique a publiquement rejeté cette idée, se rangeant plutôt à la position américaine, selon laquelle la Chine n'est pas un pays arctique. Mais ça, c'était la position russe en 2020. En 2026, avec les sanctions qui étranglent la capacité de la Russie à développer la région par elle-même, Moscou n'a guère d'autre choix que d'accueillir la présence chinoise qu'elle avait autrefois tenté de tenir à distance. L'État proche de l'Arctique, autrefois rejeté par la Russie, est devenu un partenaire indispensable. Si l'Arctique est le point faible stratégique, l'énergie en est le point faible financier, et ici le déséquilibre est encore plus flagrant. Lorsque l'Europe a sanctionné le gaz russe après l'invasion, la Russie a dû trouver rapidement un nouvel acheteur, et il n'y en avait vraiment qu'un seul d'assez grand. Et la Chine, comme toute personne ayant déjà négocié avec Pékin vous le dira, est un négociateur très dur. L'exemple le plus clair est le gazoduc connu sous le nom de Force de Sibérie 2, le grand espoir de la Russie pour remplacer le marché européen du gaz qu'elle a perdu. Il transporterait jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, depuis les champs de Sibérie occidentale à travers la Mongolie, jusqu'au nord de la Chine. Pour la Russie, c'est presque une nécessité stratégique, et précisément parce que Moscou en a tellement besoin. Pékin a passé des années à refuser de se presser. À l'été 2024, la Chine aurait demandé à payer un prix proche de celui, fortement subventionné, que la Russie applique à son marché intérieur pour ce gaz, et ne s'engagerait à acheter qu'une petite fraction de la capacité prévue du gazoduc. La Chine voulait payer presque au prix coûtant, et acheter moins, alors que la Russie était désespérée d'obtenir cet accord. Interrogé, le porte-parole du Kremlin a affirmé qu'il était normal que chaque pays défende ses intérêts, et que les détails commerciaux resteraient confidentiels. C'est le langage d'un négociateur qui n'a pas le dessus. En 2026, après des années de discussions, les 2 pays ont signé un nouvel accord sur l'itinéraire et la construction du gazoduc. Mais ce rapport comportait également une réserve. D'autres détails devaient encore être réglés. C'est là que le cœur du problème commence à apparaître. La Chine a des options. Elle achète du gaz au Turkménistan, au Myanmar, par gazoduc, et c'est le plus grand importateur mondial de gaz naturel liquéfié, avec des approvisionnements allant du Qatar à l'Australie en passant par les États-Unis. Si les prix sont élevés, elle peut s'appuyer sur sa production ou d'autres fournisseurs.
La Russie, elle, n'a qu'un seul client majeur pour ce gaz, et aucun autre débouché. Donc, la Chine détient l'avantage dans toutes les négociations, et tous les acteurs le savent. Puis vient le troisième élément du puzzle, le port concerné par ce différend territorial mentionné plus tôt. En mai 2023, l'administration des douanes chinoises a annoncé que le port russe de Vladivostok serait approuvé comme centre de transit pour le commerce intérieur chinois. Vladivostok est toujours officiellement appelé Aishenwei sur les cartes chinoises. C'est le port d'attache de la flotte du Pacifique russe, et un exemple de ce que l'Empire russe a pris au Qing pendant le siècle de l'humiliation. Les marchandises des provinces chinoises pouvaient transiter par Vladivostok et être traitées comme du fret domestique, évitant ainsi le long trajet vers un port chinois du sud. En d'autres termes, le territoire souverain russe est discrètement intégré dans la logistique de l'économie intérieure chinoise. Les médias d'État chinois l'ont même célébré comme un signe de confiance stratégique mutuelle de haut niveau. Si vous reliez ces éléments, vous commencez à discerner la forme de la stratégie. La Chine procède à une absorption lente, patiente et entièrement pacifique de l'extrême-orient russe, dans son orbite économique, route par route, pipeline par pipeline, port par port. Et le moteur sous-jacent qui alimente tout cela est quelque chose que la Russie ne peut pas réparer, car cela va dans ce sens depuis 30 ans. L'extrême-orient russe se vide. Depuis 1990, selon des recherches sur la région, l'extrême-orient a perdu environ un quart de sa population. Les gens migrant vers l'ouest, vers Moscou, et la Russie européenne, à la recherche de travail et de chaleur. C'est aujourd'hui l'un des endroits les moins peuplés au monde, avec seulement une personne par kilomètre carré sur de vastes étendues. Pendant ce temps, juste de l'autre côté du fleuve, les provinces chinoises du nord-est comptent plus de 100 millions d'habitants, et ainsi, l'argent afflue pour combler le vide. Le consul général de Chine à Khabarovsk a déclaré en janvier 2025 que plus de 90% des investissements étrangers dans l'extrême-orient russe proviennent désormais de Chine. À ce niveau-là, l'extrême-orient est pratiquement dépendant de la Chine, sans pour autant porter cette étiquette. Avec 53 entreprises chinoises dans la région, elles influencent aussi l'utilisation et la répartition de cet argent. C'est alors que les affirmations les plus spectaculaires interviennent, et il faut les traiter avec prudence car elles émanent d'une partie prenante. En 2025, une évaluation attribuée au service de renseignement extérieur de l'Ukraine a soutenu que la Russie paie, en réalité, ses alliés de guerre en leur cédant du territoire. Selon l'Ukraine, l'incapacité de Moscou à développer l'extrême-orient laisse la région ouverte à un contrôle extérieur. Avec le temps, le Kremlin pourrait perdre son autorité effective sur jusqu'à 40% du territoire national. Elle affirme que jusqu'à 2 millions de Chinois vivent déjà entre Vladivostok et l'Oural, formant des enclaves où les Russes travaillent rarement, et décrit une annexion démographique et économique progressive, facilitée par la libre circulation sans visa et les zones économiques spéciales. Elle a ajouté que les investissements chinois dans le district de l'Extrême-Orient pourraient atteindre 1 billion de roubles, soit environ 13 milliards, 717 millions et 60 000 $ d'ici 2026. Elle a aussi noté la présence de milliers de travailleurs nord-coréens venus pour des emplois à bas salaire. Ce chiffre de 2 millions de colons chinois est un chiffre assez peu étayé, mais il n'est pas complètement infondé. Le recensement russe de 2010 n'a compté qu'environ 30 000 résidents chinois, et ce chiffre est tombé à moins de 20 000 lors du recensement de 2021. Pourtant, la Commission des compatriotes de Taïwan avance un chiffre bien plus élevé, près d'un demi-million de personnes. Une chronique russe indépendante a relayé l'idée que 2 millions de Chinois vivraient dans ou près de l'extrême-orient russe, avançant que ce chiffre aurait atteint 3 millions avec le commerce croissant entre la Russie et la Chine. Mais même sans la dernière partie, l'histoire continue de circuler. Si l'on retire les chiffres gonflés et la rhétorique de temps de guerre, il reste un noyau dur et vérifiable, et cela reste mauvais pour la Russie. Elle possède une route arctique qu'elle ne parvient pas à entretenir, manque de capacité de construction navale, tandis que la Chine se déclare unilatéralement État arctique et fait passer ses navires, et souffre d'un manque d'alternatives géopolitiques. La vraie question n'est pas si la Chine va envahir, car peu d'analystes sérieux prévoient une invasion. La Russie joue pour aujourd'hui, car un pays menant une guerre coûteuse ne peut se permettre de penser qu'à aujourd'hui. La Chine, elle, joue pour les décennies à venir. Et dans un tel affrontement, entre le partenaire qui a besoin de l'accord maintenant et celui qui peut attendre, la patience est une forme de conquête en soi. Pendant ce temps, la Chine peut se permettre de formuler et d'affirmer ses revendications. Un groupe de réflexion italien, SP,
a rappelé que la Chine peut effectivement écarter les revendications étrangères sur les territoires disputés. C'est ce qui s'est passé à tous ceux présents en mer de Chine méridionale, lorsque la Chine a construit 27 nouvelles bases militaires. Et avec Vladivostok qui devient une partie des routes maritimes intérieures de la Chine et un afflux massif d'investissements étrangers, la Chine peut orienter cette route maritime là où elle le souhaite, voire même refuser aux entreprises russes la possibilité d'en faire autant. Il y a une crise en Russie en ce moment. Et ce n'est pas un problème mineur. La crise a englouti tout le pays, s'étendant de Moscou à la Sibérie, car la guerre de Poutine n'est pas seulement revenue au pays, mais elle commence à toucher les personnes mêmes que le dirigeant soi-disant fort de la Russie prétend pouvoir protéger. L'Ukraine fait payer à Poutine tout ce qu'il a fait. Comment? L'Ukraine a trouvé comment mettre la Russie à l'arrêt et l'a fait. Actuellement, la Russie traverse l'une des pires crises du carburant depuis que Vladimir Poutine l'a prise en main et refuse de la lâcher. Une campagne ukrainienne dévastatrice contre le pétrole russe paralyse tout le pays, alors que les pénuries se multiplient dans des régions que Vladimir Poutine n'aurait jamais cru pouvoir être touchées par les efforts de l'Ukraine. Tout a commencé avec la Crimée. En mai, l'Ukraine a lancé une campagne concertée pour détruire la logistique russe desservant la péninsule de Crimée. Appelée blocus logistique, cette campagne voit l'Ukraine frapper les camions de ravitaillement et de carburant sur les routes soutenant l'occupation russe de la Crimée. Et cela a eu un effet clair. Au 4 juin, il y avait des rapports de pénurie de carburant en Crimée, ce qui a poussé les stations-service à imposer des limites aux clients. La plupart ont été limités à 20 litres de carburant par véhicule, ce qui complique la vie de ceux qui dépendent de la conduite pour travailler. Des images montrent de longues files devant les stations-service, les habitants de Crimée cherchant désespérément les dernières gouttes d'essence encore disponibles sur la péninsule. Au 21 juin, les ventes de carburant étaient totalement suspendues, sauf pour les agences gouvernementales, les bombardements ukrainiens sur la logistique de la Crimée s'intensifiant. Au départ, la crise du carburant en Russie paraissait limitée à une région. La situation s'est beaucoup aggravée pour la Russie. Le problème central de Poutine est que l'isolement de la Crimée s'est accompagné d'une vaste opération visant à paralyser les raffineries et centres de transport russes. Et cette campagne, disons simplement qu'elle cause d'énormes problèmes en Russie en ce moment. Le 22 juin, les médias United 24 ont rapporté que 6 régions russes ont été contraintes de mettre en place le même type de rationnement d'urgence du carburant que celui observé en Crimée plus tôt en juin. Ces restrictions varient selon les régions, les 6 concernées étant Omsk, Saratov, Amour, Tambov, Irkoutsk et Voronezh. Les restrictions dans ces régions restent moins sévères qu'en Crimée, du moins pour l'instant. Par exemple, les autorités d'Omsk ont limité les achats d'essence à 40 litres par voiture avec un plafond de 80 litres de diesel en ville et 200 litres sur les autoroutes. À Saratov, il y a une limite de 30 litres d'essence qui restera en vigueur au moins jusqu'au 30 juin. Et à Voronezh, les citoyens qui achètent dans les stations Lukoil ne peuvent obtenir que 30 litres d'essence et 60 litres de diesel par voiture. Irkoutsk semble être la plus touchée. Certaines stations-service ont complètement arrêté leur service, ne fournissant du carburant qu'aux services d'urgence et autres services publics. Nous assistons clairement à l'émergence d'une crise du carburant. Mais en quoi est-ce si grave, me direz-vous? 6 régions russes, ou 7 si l'on inclut la Crimée, limitent la vente de carburant. Est-ce vraiment une crise? Ce sont de bonnes questions, et nous pouvons vous donner une réponse si nous examinons de plus près la situation actuelle du carburant en Russie. Alors que 6 ou 7 régions font la une pour leurs restrictions, la Russie cache que des dizaines d'autres font face à des problèmes de carburant similaires. Dans un article du 20 juin, le Wall Street Journal a révélé que les restrictions sur les achats de carburant se sont en réalité étendues à 53 régions de Russie et d'Ukraine occupées, les plus éloignées étant mises en place dans les régions reculées de la Sibérie et du territoire arctique russe. Nous avons seulement cité les régions où les gouverneurs rendent les pénuries assez publiques pour attirer l'attention des médias. Mais selon le journal, le média russe appelé The Bell est arrivé à un total de 53 régions touchées après avoir soigneusement compilé des annonces publiques qui ne sont pas forcément vues par les médias occidentaux. C'est énorme. Ce qui ressemblait au départ à un problème régional de carburant s'est déjà transformé en une crise qui touche presque toute la Russie. La Russie fait tout pour éviter que cela soit rendu public. En dehors des quelques annonces qui ont été suffisamment relayées pour être entendues à l'extérieur de la Russie, il ne sort pas grand-chose de la Fédération de Russie. Poutine n'a rien dit sur la crise, ce qui n'est pas surprenant.
Reconnaître des pénuries de carburant partout en Russie reviendrait pour Poutine à admettre que l'Ukraine cause peut-être de sérieux dégâts avec ses frappes. Le Wall Street Journal indique que le cabinet de Poutine se réunira le 26 juin pour aborder le problème, mais il est difficile de voir quelle solution pourrait être proposée. Le Kremlin ne peut pas produire du carburant par magie, et il est difficile de demander aux raffineries d'augmenter leur production alors qu'elles sont constamment attaquées par des drones ukrainiens. Nous y reviendrons dans un instant. Le Kremlin reste silencieux, mais le peuple russe commence à exprimer clairement ses difficultés. Le journal relate qu'une femme s'est plainte sur Telegram d'avoir attendu plus de 2 heures pour faire le plein entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Le simple fait que nous mentionnions ces régions montre à quel point cette crise s'est étendue. Ce sont les 2 joyaux de la couronne russe pour Poutine. Si elles connaissent des pénuries de carburant, les autres régions de Russie, moins importantes, auront de sérieux problèmes. Radio Free Europe, Radio Liberty en dit plus. Impossible de faire le plein à Krasnodar, il n'y a plus d'essence, rapporte le média selon un conducteur. À plus de 1000 km au Tatarstan, un autre dit, comme toujours, l'aiguille est sur la réserve, je panique. Aucune de ces régions ne fait partie des 7 que nous avons déjà mentionnées par leur nom, et c'est la preuve que cette crise du carburant s'est propagée dans toute la Russie. Ce que Vladimir Poutine a maintenant entre les mains, qu'il veuille l'admettre ou non, c'est la pire crise du carburant à laquelle la Russie a été confrontée depuis le début de la guerre en Ukraine. Cela pourrait être la pire crise de ce type en Russie depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Cela peut paraître étrange. Après tout, vers la même période en 2025, des articles traitaient d'une crise similaire en Russie. Quand l'Ukraine a commencé à frapper les raffineries russes dans la seconde moitié de 2025, des fils se formaient et des restrictions étaient instaurées. L'Ukraine a mis hors service au moins 17% de la capacité de raffinage de la Russie d'ici août, selon le Guardian. Et il semblait que la Russie était en pleine crise du carburant aussi importante que celle que nous voyons actuellement, mais cela ne semble plus être le cas. Dans un rapport de décembre 2025, le Moscow Times a rapporté une enquête menée auprès de 1600 personnes qui a révélé que moins d'un quart d'entre elles avaient connu une quelconque pénurie, et seulement 6% ont déclaré avoir rencontré ce problème plus de 5 fois. Parmi tous ceux qui ont été confrontés à un problème de pénurie en 2025, seulement 10% ont déclaré qu'ils n'avaient pas pu trouver une station-service alternative. Il y a donc eu des pénuries en 2025, mais il n'y a peut-être pas eu de crise. 2026 est très différent. Plus de 50 régions russes imposent des restrictions, montrant que la situation actuelle dépasse tout ce vu en Russie depuis le début de la guerre de Poutine. Si ce chiffre ne vous convainc pas, il y a autre chose. Le désespoir gagne la Russie, alors que des rapports signalent des problèmes dus aux pénuries massives de carburant apparues dans le pays. Cela prouve que nous faisons face à une véritable crise du carburant. Avant de continuer, rappelons que vous regardez The Military Show. Nous allons au-delà des gros titres pour révéler l'histoire complète dans chaque vidéo. Abonnez-vous pour continuer à les voir dans votre fil d'actualité. En ce moment, en Russie, nous voyons apparaître le signe infaillible d'une pénurie, les revendeurs. Certains cherchent à profiter des principes de l'offre et de la demande en achetant un maximum de carburant en Russie pour le revendre avec un gros bénéfice. Si vous vous souvenez des premiers jours de la pandémie de COVID-19, vous vous rappelez peut-être l'accumulation ridicule de papier toilette et de gel désinfectant par des personnes qui voulaient gagner de l'argent rapidement. C'est la même chose, sauf qu'il s'agit de carburant. La Russie essaie déjà de réprimer ce marché de revente en plein essor, alors qu'elle tente de dissimuler l'ampleur réelle de sa crise du carburant. Dans un rapport du 22 juin, United 24 Media a révélé que des plateformes numériques partout en Russie, y compris Wildberries et Avito, ont commencé à interdire les annonces des revendeurs qui essaient de gagner rapidement de l'argent en vendant de l'essence à des personnes désespérées. Ces plateformes n'agissent pas de leur propre chef. Elles collaborent avec le service fédéral anti-monopole russe pour empêcher la flambée des reventes d'essence et de diesel depuis la crise du carburant en Russie. Beaucoup tentèrent leur chance avec ce système lucratif. La semaine précédant le rapport, une recherche d'essence sur Avito a donné 740 annonces, dont 340 provenaient d'entreprises. En ce moment, United 24 Media ajoute que 7000 des 29 000 stations-service russes sont à court de carburant après que les plus grandes entreprises du secteur ont commencé à limiter les ventes. Ces entreprises disent freiner les achats de panique, mais vendent peut-être moins faute de stock. Le désespoir s'étend également au secteur de l'aviation russe. Le 13 juin, RBC Ukraine a révélé que la Russie avait imposé des restrictions de ravitaillement en carburant dans plusieurs aéroports commerciaux, y compris certains à Krasnodar, Makhachkala et Nijni Novgorod.
Les prix de gros du carburant pour avion sont également 52% plus élevés en Russie qu'au début du mois de mars, et il semble évident que ces restrictions sont mises en place pour garantir cela. Le peu de carburant d'aviation encore disponible va d'abord à l'armée et les compagnies aériennes commerciales passent loin derrière. La Russie a aussi interdit l'exportation de carburant pour avion jusqu'au 30 novembre pour renforcer son approvisionnement intérieur. Donc, il n'y a pas que l'essence qui vient à manquer. Le carburant d'aviation disparaît aussi rapidement en Russie. C'est surtout le secteur russe de la petite aviation qui commence à paniquer. Un rapport du Kyiv Post du 22 juin révèle qu'il devient presque impossible pour les pilotes de petits avions de trouver du carburant d'aviation. L'offre limitée et la hausse des prix sont à nouveau pointées du doigt, conséquence de la campagne de l'Ukraine contre le secteur pétrolier russe. Le même média précise que, face aux problèmes de carburant en Russie, au moins 2 compagnies aériennes ont arrêté de fournir du carburant de réserve à leurs pilotes. Donc, en cas de mauvaise météo ou de déroutement imprévu, ces pilotes ont peu d'options pour maintenir leurs avions en vol. Pour les petits avions, United 24 Media précise que certains pilotes testent de l'essence automobile dans leurs appareils. C'est une mauvaise idée. On ne voit jamais d'avion à hélice faire le plein aux stations-service, et il y a une raison. L'essence pour automobile est moins stable que celle d'aviation, prévue pour ces avions. Décoller avec un carburant non prévu pour son avion expose le pilote à un risque explosif. Les moteurs risquent d'exploser car la Russie manque de carburant spécifique habituellement utilisé par ses pilotes. Nous voyons sans cesse des preuves de la crise du carburant en Russie. Bien que le Moscow Times estime cette crise encore gérable pour le Kremlin, au moins pour l'instant, les options diminuent. L'Ukraine ne va pas arrêter sa campagne, au contraire, elle va s'intensifier. Hausser les prix du carburant diminuerait la demande, mais provoquerait de la colère et ne règle pas le problème des nombreux Russes qui ne peuvent plus conduire. Le média indique aussi que les pénuries devraient diminuer d'ici l'automne, même si celles causées par l'Ukraine durent chaque année plus longtemps. Cela signifie tout de même que la Russie ne peut pas faire grand-chose, à part espérer que les attaques de l'Ukraine ralentissent. Et cela nous amène justement à ce qui a provoqué la crise du carburant en Russie au départ. Nous avons dit au début que l'Ukraine avait trouvé le bouton d'arrêt de la Russie et l'avait actionné. Concrètement, cela signifie que l'Ukraine a pilonné les raffineries de pétrole russes à plusieurs reprises dans une campagne qui a réellement commencé en 2025 et qui n'a fait que s'intensifier à mesure que nous avancions en 2026. Le Wall Street Journal évoque une attaque récente contre la principale raffinerie de Moscou, qui fournit plus d'un tiers du carburant de la capitale et ses environs, comme preuve des actions de l'Ukraine. Il ajoute que l'Ukraine a mené plus de 24 frappes de ce type contre des raffineries russes depuis mars, éliminant potentiellement environ 20% de la capacité de raffinage de la Russie. C'est déjà grave, mais d'autres chiffres montrent l'ampleur réelle de la campagne ukrainienne. Radio Free Europe, Radio Liberty révèle que l'Ukraine a mené au moins 40 frappes contre des installations pétrolières russes, y compris des raffineries, des terminaux et des dépôts de stockage entre le 1er mai et la mi-juin. La plus impressionnante de ces frappes a vu l'Ukraine toucher des cibles à plus de 1500 km de distance, envoyant un message clair à Poutine que les drones ukrainiens peuvent frapper presque partout où cela compte à l'intérieur de la Russie. Euromaidan Press adopte une perspective plus large, notant que l'Ukraine a frappé 24 des 33 plus grandes raffineries de pétrole en Russie depuis 2022, la majorité de ces attaques ayant eu lieu au cours des 12 derniers mois. Ce n'est pas seulement le nombre de raffineries touchées, mais aussi la répétition. Le 22 mai, le Kyiv Independent a ajouté que l'Ukraine avait frappé les raffineries de pétrole russes un total de 158 fois depuis que Poutine a lancé son invasion. Une moyenne très approximative en utilisant ce chiffre et les 24 raffineries qui ont été touchées nous donne presque 6,6 frappes par raffinerie, même si les chiffres varient naturellement selon l'importance qu'accorde l'Ukraine à chaque raffinerie. Et au 16 juin, l'Odessa Journal rapportait que les frappes ukrainiennes avaient perturbé plus de 30% de la capacité de raffinage de la Russie, plutôt que les 20% qu'avance le Wall Street Journal. Ces chiffres prouvent que la Russie n'a pas un souci de pétrole, mais de drones ukrainiens. Les sanctions cinétiques de l'Ukraine sont à l'origine des pénuries de carburant qui se sont propagées dans toute la Russie. Elles sont aussi la raison pour laquelle la Russie a du mal à vendre son pétrole. Les podcasts de Bloomberg soulignent qu'un rapport de l'OPEP du 11 juin révèle que la production de pétrole brut russe avait chuté de 690 000 barils par jour en dessous du niveau requis selon son accord avec l'OPEP en mai. Ce n'est pas une coïncidence. L'Ukraine fait brûler ce pétrole, ce qui signifie que la Russie ne peut pas le vendre, et ce que la Russie possède est redirigé vers son marché intérieur.
The Moscow Times ajoute que la baisse de la Russie en mai représente le 6e mois consécutif de chute de la production pétrolière russe. Encore une fois, il faut blâmer l'Ukraine et ses sanctions aériennes. Il sème le chaos en Russie en ce moment, non seulement en ce qui concerne les problèmes d'approvisionnement intérieur en carburant, ce qui est déjà assez grave, mais chaque fois que l'Ukraine détruit une installation pétrolière, que ce soit une raffinerie, un dépôt ou un terminal, cela frappe les finances russes. Avec la baisse des revenus pétroliers et des recettes fiscales inférieures aux prévisions, le déficit budgétaire russe augmente. La nouvelle voix de l'Ukraine a déclaré le 17 juin que les revenus russes sont désormais inférieurs de 28 milliards de dollars aux prévisions, impactant la machine de guerre de Poutine. La Russie devra continuer à dépenser pour poursuivre la guerre, mais elle commence maintenant à perdre beaucoup d'argent et tout cela est dû à l'Ukraine. Voici où le problème s'aggrave pour la Russie. Elle ne peut pas réparer rapidement les raffineries ciblées par l'Ukraine. Les sanctions occidentales compliquent l'accès de la Russie aux composants nécessaires pour réparer les machines endommagées par les drones ukrainiens. Ce n'est pas impossible, mais la Russie doit contourner les sanctions en achetant des pièces à des pays tiers qui doivent attendre la livraison et appliquer de fortes marges pour compenser le risque commercial avec la Russie. Les réparations qui prenaient quelques jours demandent maintenant des mois à cause du lenteur des livraisons de pièces détachées. Quand une raffinerie redémarre, l'Ukraine y renvoie souvent des drones pour la désactiver. Cela devient un cycle sans fin pour la Russie, rendant le peuple russe de plus en plus agité. Outre les files d'attente et restrictions, de petits signes montrent l'impact des pénuries de carburant en Russie sur la population. En Crimée, les camps d'été pour enfants sont suspendus faute de carburant, selon Reuters. Petit problème peut-être, mais cela illustre comment la guerre lancée par Poutine nuit à son peuple. Plus douloureux encore, les taux d'intérêt en Russie resteront sans doute élevés à cause des problèmes économiques liés à la campagne d'Ukraine. La Banque centrale de Russie a réduit le taux d'intérêt de base de 14,5% à 14,25% le 19 juin, ce qui semble être une bonne nouvelle en apparence. Mais Euronews souligne que les analystes pensaient qu'une baisse plus importante allait avoir lieu et 14,25% reste un taux ridiculement élevé. La présidente de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, a aussi averti que les risques pro-inflationnistes associés à des dépenses du Kremlin plus élevées que prévu signifient que ces problèmes ne disparaîtront pas de sitôt. Ils pourraient empirer, surtout si l'Ukraine intensifie sa campagne contre le pétrole russe. Encore une fois, la guerre de Poutine nuit à son peuple. Et si vous pensez que le Kremlin va faire quoi que ce soit pour tenter d'apaiser le mécontentement qui découlera inévitablement de tout cela, détrompez-vous. La Russie, via l'animateur pro-Kremlin Vladimir Solovyov à la télévision, affirme que les discussions sur les pénuries de carburant sur les réseaux sociaux relèvent de l'hystérie. Un intervenant chez Solovyov a même tenté d'affirmer que tout allait bien et que l'essence était disponible partout. Mais ce n'est pas le cas. Les pénuries se sont propagées de la Sibérie à Moscou et au-delà. Et alors que Poutine continue de minimiser ce qui se passe, l'Ukraine ne fera qu'aggraver la situation. L'argent se tarit, le carburant suit le même chemin, et tôt ou tard, les files d'attente aux stations-service vont déclencher des troubles sociaux, ce qui est la dernière chose que Poutine veut voir. La Crimée subit le pire de tout cela. La mer Méditerranée. Depuis l'Antiquité, elle est l'une des étendues d'eau les plus stratégiques de la planète, reliant directement l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Le nom parle de lui-même. Il se traduit du latin par la mer au milieu des terres. Le contrôle naval de la Méditerranée a toujours été essentiel pour assurer la sécurité et projeter la puissance dans cette région cruciale, en particulier dans les 3 principaux points d'étranglement de la mer. Le détroit de Gibraltar à son extrémité occidentale, le canal de Suez et les détroits turcs à l'est. Le contrôle de ces passages étroits permet aux nations de projeter leur puissance, de sécuriser leur propre navigation et potentiellement de perturber la logistique de leurs adversaires. Avec la montée des tensions à l'échelle mondiale et le réseau interconnecté du commerce mondial de plus en plus menacé, le contrôle de la Méditerranée n'a jamais été aussi important sur le plan stratégique. Les sous-marins offrent un avantage unique dans cet environnement, en menant une surveillance discrète, en surveillant les mouvements navals, en recueillant des renseignements essentiels dans des zones contestées et en servant de puissants moyens de dissuasion. En conséquence, la bataille pour la suprématie sous les vagues en Méditerranée s'intensifie. Alors examinons de plus près les différentes forces sous-marines opérationnelles en mer. Comment elles se comparent et comment elles influencent l'équilibre des pouvoirs dans la région, aujourd'hui et à l'avenir. Il y a 21 nations souveraines, avec des côtes méditerranéennes, ainsi qu'un territoire britannique d'outre-mer, Gibraltar et le territoire côtier palestinien. Il y a également entre 2000 et 2200 îles dans la mer, contrôlées sous la juridiction de ces nations.
Si l'on considère Chypre comme une nation européenne, plutôt qu'asiatique, 12 de ces nations sont européennes. La France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie, Malte, Monaco et Chypre. 5 nations africaines partagent la mer avec elles, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et la Libye. Pour compléter la liste des nations méditerranéennes, on trouve 5 États asiatiques, la Turquie, Israël, la Syrie, le Liban et l'État partiellement reconnu de Palestine. Il est compréhensible que toutes ces nations maintiennent des marines actives, à l'exception de la Palestine et de la Bosnie-Herzégovine, dont les forces navales ont été rendues pratiquement inexistantes après des décennies d'attrition et de blocus par Israël. Cela inclut des flottes majeures comme celles de la France, de l'Italie et de la Turquie, considérées comme parmi les plus puissantes au monde, ainsi que les marines plus petites, mais compétentes de nations comme le Monténégro et l'Albanie. Même le micro-État de Monaco dispose d'une petite unité navale pour la patrouille côtière et la sécurité. En 2026, seulement 8 de ces nations exploitent des sous-marins au sein de leur flotte. Point crucial, comme nous le verrons bientôt, au moins 2 paires de ces nations entretiennent de longues rivalités. Si les hostilités dégénéraient un jour en affrontements armés, leur flotte de sous-marins jouerait un rôle clé dans l'issue de la bataille. La force sous-marine la plus puissante parmi ces nations appartient à la France, puisqu'elle est la seule nation à exploiter des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire. Toutes les autres exploitent exclusivement des sous-marins à propulsion diesel électrique ou à propulsion indépendante de l'air, AIP, et une seule, la Turquie, a même des projets d'acquérir un sous-marin à propulsion nucléaire à l'avenir. Les 9 sous-marins nucléaires français placent la France parmi les grandes puissances sous-marines. Outre la France, seules 5 autres nations exploitent des sous-marins à propulsion nucléaire. Les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et l'Inde. Les sous-marins à propulsion nucléaire présentent 4 avantages clés par rapport aux sous-marins conventionnels à propulsion diesel électrique et à propulsion indépendante de l'air, AIP. Premièrement, ils offrent une autonomie et une endurance illimitées. Contrairement aux moteurs classiques, les réacteurs nucléaires n'ont pas besoin d'air, ce qui leur permet de rester immergés des mois et de fonctionner des décennies sans ravitaillement. Les sous-marins nucléaires ont une autonomie quasi illimitée, restreinte seulement par la nourriture et les provisions de l'équipage. Deuxièmement, l'énergie nucléaire offre une puissance considérable, permettant à ces sous-marins de maintenir des vitesses élevées, souvent au-delà de 30 nœuds, sur de longues durées. Les sous-marins nucléaires peuvent se déployer et se repositionner rapidement à l'échelle mondiale, ce qui est impossible pour les navires à propulsion conventionnelle. Troisièmement, à la différence des sous-marins diesel électriques, qui doivent remonter pour recharger leurs batteries, les sous-marins nucléaires n'ont pas du tout besoin de naviguer au snorkel. Ils peuvent rester complètement immergés pendant toute la durée de leur mission, ce qui améliore considérablement leur furtivité et leur capacité de survie. Quatrièmement, ils peuvent transporter des armes nucléaires. Cependant, pour être clair, tous les sous-marins à propulsion nucléaire ne sont pas capables de transporter des armes nucléaires. Il existe essentiellement 3 catégories de sous-marins à propulsion nucléaire, les SNLE, les SNA et les SSGN. Les SNLE exploités par les 6 nations disposant de sous-marins à propulsion nucléaire ont été spécifiquement conçus pour transporter et lancer des missiles balistiques lancés depuis des sous-marins, ou SLBM, armés d'ogives nucléaires. Ceux-ci constituent la composante maritime de leur triade de dissuasion nucléaire, également considérée comme la composante la plus difficile à neutraliser. Un SNLE peut se cacher des mois dans les océans, rendant sa localisation très difficile, même pour les marines avancées. Cela offre une capacité de seconde frappe assurée qui dissuade les adversaires de tenter une première attaque nucléaire, rendant les SNLE essentiels aux doctrines de sécurité nationale de ces nations. En revanche, les SNA sont principalement conçus pour traquer d'autres navires et sous-marins à l'aide de torpilleuses conventionnelles et de missiles de croisière. Certains SNA russes peuvent emporter des missiles de croisière nucléaires, mais ils ne sont pas conçus pour des missiles balistiques nucléaires. Il existe une possible exception, comme nous en discuterons un peu plus tard. La France dispose actuellement d'une flotte totale de 9 sous-marins, tous à propulsion nucléaire, comprenant 4 SNLE armés de missiles nucléaires et 5 SNA armés de manière conventionnelle. Ces SNLE de la classe: le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant et le Terrible ont tous été mis en service entre 1997 et 2010. Ils sont basés à l'île Longue, dans la ville de Brest, en Bretagne occidentale. Ces navires grands,
modernes et extrêmement silencieux, mesurent un peu moins de 140 mètres de long et déplacent 12 640 tonnes en surface et 14 335 tonnes en plongée. Ils sont propulsés par un réacteur nucléaire à eau pressurisée, K15, de 150 MW, développant 200 000 chevaux, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse de plus de 25 nœuds en plongée et une autonomie illimitée. Ils sont équipés de 4 tubes lance-torpilles de 533 mm, capables de tirer aussi bien des torpilles F-17 Mod, 2 des torpilles lourdes F-20, et ainsi que des missiles anti-navires MBDA Exocet SM-39 ou SSM. Plus important encore, du point de vue de la dissuasion nucléaire, les 4 sous-marins de la classe Le Triomphe embarquent 16 missiles balistiques M51 lancés verticalement. Chacun étant équipé de plusieurs ogives thermonucléaires TN-75 utilisant la technologie MIRV, c'est-à-dire des véhicules de rentrée multiples à ciblage indépendant, ainsi qu'une ogive thermonucléaire TN-75 de 115 kilotonnes avec 6 véhicules de rentrée multiples à ciblage indépendant, ou MIRV. 3 des 4 SNLE français ont été modernisés avec une version plus avancée, le M50 et 1.2, qui selon le ministère français de la Défense, augmente considérablement la portée du missile jusqu'à environ 9000 km. Le nouveau missile est également destiné à emporter la nouvelle ogive nucléaire TNO, qui est plus avancée, et conçue pour être plus résistante que l'ancienne TN-75. En plus de ces SNLE, la France dispose également actuellement de 5 SNA. 3 sont de la classe moderne Barracuda ou Suffren, le Duguay-Trouin et le Torville, et le 4e, le De Grasse, est actuellement en essai en mer. 2 autres, le De Grasse et le Duc de Bouillon, sont en essai ou en cours de construction. Ceux-ci sont destinés à remplacer les 2 autres SNA actifs de la France, la vieillissante classe Rubis, l'Améthyste et la Perle. La Perle doit en fait être retirée du service à la mi-2028. Après avoir été gravement endommagé par un incendie en 2020, le navire a été réparé et remis en service actif en juillet 2023. Cependant, il sera bientôt retiré pour faire place à un nouveau navire de classe Barracuda. Les navires de la classe Rubis ont une longueur d'environ 241,5 pieds et un déplacement de 2600 tonnes en plongée. Ils sont équipés de 4 tubes lance-torpilles pour des torpilles F-17 et des missiles anti-navires Exocet SM-39. Les nouveaux navires de la classe Barracuda offrent des performances et une puissance de feu bien supérieure. Ils sont plus longs, avec une longueur de près de 325 pieds et ont plus du double du déplacement en plongée, atteignant 5300 tonnes. Ils peuvent tirer 24 armes lancées via 4 tubes lance-torpilles, y compris des missiles de croisière d'attaque terrestre MDCN, des torpilles F-21, des missiles Exocet SM-39 et des mines navales. Dotés d'un système pour déployer les forces spéciales, ces sous-marins sont assez polyvalents pour mener des opérations anti-navires, anti-sous-marines, des frappes terrestres, du renseignement et des missions spéciales. Théoriquement, la France étant la seule puissance méditerranéenne dotée de sous-marins à propulsion nucléaire et dotée d'armes nucléaires, elle devrait dominer sans rival le théâtre sous-marin régional. Mais ce n'est pas forcément le cas pour 2 raisons. Premièrement, à une exception notable près, toutes les autres nations méditerranéennes exploitant des sous-marins ont un objectif principalement local et régional. La Turquie a une portée géopolitique plus large, avec des bases dans le nord de Chypre, au Qatar et en Somalie. Elle a également obtenu en 2018 un bail de 99 ans pour l'île de Suakin au Soudan, dans l'intention d'y établir une importante base navale, bien que le développement ait été entravé par la guerre civile qui dure depuis plusieurs années dans ce pays. Elle dispose également de pactes de coopération militaire avec l'Albanie et l'Azerbaïdjan, ainsi que de bases avancées en Irak, en Syrie et en Libye. Ainsi, la stratégie militaire de la Turquie s'étend bien au-delà de la simple protection de ses frontières. Grâce à son passé de grande puissance coloniale, la France possède des intérêts géopolitiques et économiques mondiaux. En effet, cela signifie que ces sous-marins nucléaires ne peuvent pas être entièrement concentrés sur la région méditerranéenne. Ils doivent mener des opérations dans l'Atlantique, l'océan Indien et même le Pacifique, ainsi que protéger les intérêts mondiaux de la France. Ainsi, seuls quelques sous-marins français peuvent réellement être disponibles à un moment donné pour des opérations en Méditerranée. Deuxièmement, dans certaines situations, les sous-marins diesel électriques, et en particulier ceux à propulsion anaérobie, offrent des avantages significatifs par rapport à leurs homologues plus grands et plus puissants,
Et la Méditerranée est un théâtre rempli de ce genre de situations. Pour commencer, il y a le facteur coût. Les sous-marins à propulsion nucléaire ont des coûts nettement plus élevés que les sous-marins à propulsion conventionnelle, tant pour la construction que pour l'exploitation. Un sous-marin d'attaque nucléaire de classe Virginia des États-Unis, par exemple, coûte entre 1,8 et 3,6 milliards de dollars. En comparaison, un sous-marin moderne suédois de classe Gotland à propulsion diesel électrique avec AIP coûte environ 200 millions de dollars, et même le modèle haut de gamme allemand. Type 212 coûte moins de la moitié d'un navire de classe Virginia, soit environ 1,3 milliard de dollars. Il est également beaucoup plus coûteux d'exploiter un sous-marin à propulsion nucléaire. Le coût annuel d'exploitation d'un seul sous-marin de classe Virginia est estimé à 140 millions de dollars, couvrant l'équipage, la maintenance et le soutien. Les sous-marins diesel électriques doivent se ravitailler plus souvent. Cependant, leurs coûts globaux sur le cycle de vie sont estimés à une fraction de ceux de leurs homologues nucléaires, les coûts sur la durée de vie d'une flotte nucléaire étant estimés de 50 à 70% plus élevés que ceux d'une flotte diesel. Le coût supplémentaire d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire peut bien valoir la dépense pour un pays comme la France, où les avantages en haute mer d'un sous-marin nucléaire ne peuvent pas être égalés par des engins diesel électriques ou à propulsion anaérobie, moins chers. Mais pour des nations comme l'Italie, l'Espagne, l'Algérie et l'Égypte, dont la priorité navale est principalement la défense régionale et les opérations côtières, plutôt que la projection de puissance, les sommes considérables nécessaires pour passer au nucléaire ne peuvent pas vraiment être justifiées stratégiquement. Le coût élevé de construction et d'entretien des sous-marins nucléaires dépasse les budgets de défense de la plupart des pays. La majorité des pays n'ont pas l'industrie avancée, les chantiers navals spécialisés, ni la main-d'œuvre qualifiée en ingénierie nucléaire et sécurité pour développer ou entretenir la propulsion nucléaire. Les sous-marins diesel électriques AIP sont bien moins chers, permettant aux marines modestes d'en acquérir et d'entretenir une flotte. La marine turque et son budget de défense ne peuvent être qualifiés de modestes, selon les normes mondiales. En termes de nombre, la Turquie possède déjà plus de sous-marins que la France, avec 12 coques contre 9. En 2026, la marine turque exploite 12 sous-marins d'attaque diesel électrique, et prévoit de porter la flotte à 18. Tous sont à propulsion conventionnelle, la nouvelle classe Reis étant équipée d'une propulsion AIP, et les autres fonctionnant avec des moteurs diesel électriques. Les plus anciens d'entre eux sont 3 sous-marins de la classe Atalay, le TCG Yildirim, le TCG Doğanay et le TCG Dulunay. Un quatrième navire, le TCG Burtak, a récemment été désarmé en juin 2025 et le Yildirim est actuellement utilisé pour des missions de test et d'entraînement, tandis que les 2 autres navires restent en service actif. Avec une longueur de 193,5 pieds et un déplacement en plongée de 1200 tonnes, ils sont équipés de 8 tubes lance-torpilles pour 14 torpilles, y compris les torpilles lourdes, Akulu de conception nationale. Les 4 sous-marins de la classe Prevez de la Turquie sont plus récents, ayant été mis en service entre 1994 et 1999. Le TCG Preveze, le TCG Sakarya, le TCG 18 Mart et le TCG Anafatalar sont légèrement plus longs que la classe Atalay, avec de 200,1 pieds pour des places, 1586 tonnes en plongée, et disposent également de 8 tubes lance-torpilles pour 14 torpilles. Contrairement aux anciens navires de la classe Atalay Type 209200, ils sont basés sur le modèle allemand plus grand, type 209400, et ont été construits en Turquie. Encore plus récents sont les 4 navires de la classe Gur, le TCG Gur, le TCG Sanakkale, le TCG Burak Reis et le TCG B, Inance. Mises en service entre 2003 et 2007, ce sont des versions améliorées des modèles allemands, type 209, T2400, construit en Turquie. Ils partagent une longueur de 61 mètres et les 8 tubes lance-torpilles avec la classe Preveze, mais ont un déplacement légèrement supérieur de 1586 tonnes en plongée. Le navire amiral actuel de la flotte de sous-marins turcs est le premier de sa nouvelle classe Reis, le TCG Piri Reis, mis en service en 2024. 5 autres sous-marins de la classe Reis sont actuellement en construction ou commandés, ce qui augmente considérablement la taille et la puissance de la flotte. Ces modifications du modèle allemand, type 214 TN coproduites en Turquie, mesurent 67 mètres de long, ont un déplacement en plongée de 1800 tonnes et sont équipés d'une propulsion AIP, permettant des opérations furtives en immersion pendant plusieurs semaines.
Les 8 tubes lance-torpilles du navire sont capables de lancer des torpilles Zakulu et des missiles anti-aériens IDAS, leur conférant une grande polyvalence opérationnelle. Comme mentionné précédemment, la Turquie a annoncé son intention de développer à long terme un sous-marin à propulsion nucléaire, connu sous le nom de Nihukden. L'objectif est de créer un sous-marin à propulsion nucléaire, pas un navire équipé d'armes nucléaires. Officiellement, la Turquie n'est pas une puissance nucléaire et ne souhaite pas le devenir. Les opérations renforcées en haute mer que ce navire permettrait témoignent des ambitions géopolitiques croissantes de la Turquie. Cependant, il est peu probable que l'intention principale de la Turquie soit de déployer le Nihukden en Méditerranée. Maintenant, si vous appréciez des mises à jour quotidiennes sur les actualités militaires les plus importantes dans le monde et des analyses approfondies des derniers développements militaires, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Sur The Military Show, nous dépassons les gros titres pour vous expliquer toute l'histoire et son importance. Comme mentionné précédemment, les sous-marins à propulsion nucléaire ne sont pas toujours le choix le plus efficace par rapport aux sous-marins à propulsion conventionnelle, et la Méditerranée en est un parfait exemple. La mer se caractérise par de nombreuses îles, des zones littorales peu profondes, des zones côtières confinées, des archipels et plusieurs passages étroits stratégiques. La taille plus réduite et la maniabilité supérieure des sous-marins à propulsion conventionnelle sont mieux adaptés à ces situations, où les sous-marins nucléaires, plus grands et plus coûteux, sont moins efficaces et plus vulnérables. Sur batterie, ou propulsion indépendante de l'air, ils sont bien plus silencieux que les sous-marins nucléaires, dont les pompes de refroidissement génèrent un bruit constant. Les petits sous-marins peuvent ainsi rester silencieusement en embuscade sur le fond marin, devenant de redoutables prédateurs pour navires de surface et autres sous-marins. Les sous-marins à propulsion diesel, électrique et AIP, bien moins coûteux à construire et exploiter, permettent à une marine de déployer plus de bâtiments pour la défense côtière, la surveillance et le déni d'accès près de ses côtes, offrant ainsi une meilleure efficacité tactique lors de conflits régionaux. Le temps d'opération prolongé et la capacité d'emport d'armes nucléaires des sous-marins à propulsion nucléaire offrent beaucoup moins d'avantages dans ces eaux que dans le grand large. Dans une large mesure, le besoin de sous-marins à propulsion nucléaire en Méditerranée est également atténué par le fait que de nombreux pays européens, ainsi que la Turquie, sont membres de l'OTAN. Si les tensions régionales s'aggravaient au point que la puissance de feu et l'endurance des sous-marins nucléaires deviennent cruciales, les membres méditerranéens de l'OTAN compteraient sur le soutien des sous-marins nucléaires français, britanniques et américains pour combler ce manque. Cela dit, le principal rival de la Turquie dans la région est un autre membre de l'OTAN, la Grèce. Les différends de longue date entre les deux nations, notamment sur Chypre, ont été contenus par leur appartenance commune à l'OTAN. Mais cela n'a pas empêché la Grèce de se doter d'une flotte de sous-marins redoutables. Plus petite et plus ancienne que celle de la Turquie, elle reste néanmoins un moyen de dissuasion efficace dans les eaux peu profondes parsemées d'îles de la mer Égée et de la Méditerranée orientale. En 2026, la marine hellénique exploite 5 sous-marins d'attaque diesel électrique, 4 de la classe Papa Nikolis moderne et 5 navires plus anciens, 1 de la classe Okeanos III, de la classe Poséidon et 1 de la classe Glafkos. Comme les sous-marins turcs, les 4 sous-marins modernes, le Papa Nikolis, le Pipinos, le Matrosos et le Katsonis S-123 ont été construits en Grèce, à partir de plans allemands, cette fois du type 214 HN. Ce sont des sous-marins diesel électriques avec propulsion indépendante de l'air, AIP, ce qui permet des opérations prolongées en plongée, avec une longueur de 213,25 pieds et un déplacement de 1600 tonnes en plongée. Ils disposent également de 8 tubes lance-torpilles pour 14 torpilles lourdes Black Shark et des missiles anti-navires Harpoon SSM. Ils sont à peu près équivalents aux unités les plus performantes de la flotte turque. Bien que le seul sous-marin de la classe Okeanos, baptisé lui aussi Okeanos, ait été modernisé avec un moteur rétro-adapté, lui et les autres anciens sous-marins grecs commencent à sérieusement accuser leur âge. Ainsi, la marine hellénique avance bien dans ses plans pour les remplacer par des sous-marins modernes, avec des modèles français, allemands et suédois à l'étude. C'est similaire pour les sous-marins italiens, mais sans rival direct comme la Grèce. La modernisation semble moins urgente. La marine italienne exploite actuellement 8 sous-marins d'attaque diesel électrique, 4 de la classe Saro, moderne mais vieillissant, et 4 de la classe Todaro, plus avancée. Cependant, comme les autres nations que nous avons mentionnées jusqu'à présent, l'Italie est également engagée dans un important programme de modernisation de ses sous-marins.
En particulier, la cérémonie de pose de la quille du premier des 4 sous-marins de nouvelle génération, U-212 NFS, a eu lieu en février 2027. Ils sont destinés à remplacer la classe Saro vieillissante. Ce n'est pas que la classe Saro soit inefficace, c'est simplement qu'ils approchent de la fin de leur durée de vie opérationnelle. Les 4 navires, le Salvatore Pelosi, Primo Longobardo, Gianfranco Gazzana-Piero, S525 et Giuliano Brini, sont entrés en service entre 1988 et 1995. Ces sous-marins à propulsion diesel électrique ont une longueur de 66,7 mètres, un déplacement de 1450 tonnes en plongée, et sont équipés de 6 tubes lance-torpilles pour des torpilles lourdes Black Shark et des missiles anti-navires Sub-Harpoon. Les navires amiraux actuels de la flotte de sous-marins italienne, la classe Todaro, sont bien plus modernes. Les 4 navires, Salvatore Todaro, Sir, classe Todaro, Type 212A et Pietro Venuti sont entrés en service entre 2006 et 2017. Propulsés par un système diesel électrique AIP, ces types 212A italiens, des modifications du modèle allemand d'origine, ont une longueur de 56 mètres, un déplacement en plongée de 1650 tonnes et la même configuration d'armement que la classe Soro. Le nouveau sous-marin U-212 Near Future, ou NFS, élève considérablement les capacités sous-marines de l'Italie. Selon le fabricant, le géant italien de la défense Fincantieri, la classe de sous-marin U-212 NFS représente une évolution substantielle par rapport à ses prédécesseurs U-212A. Grâce à une conception plus mature, un contenu technologique national accru et une meilleure intégration des systèmes embarqués. Les innovations de l'industrie italienne, comme la batterie lithium-ion et le nouveau système de combat, offriront une furtivité, endurance, efficacité et résilience accrue face aux cybermenaces. Le U-212 NFS sera équipé de missiles de croisière à capacité d'attaque terrestre, de torpilles et de véhicules sous-marins sans pilote. En plus de cela, le navire sera doté de multiples capteurs, d'une suite de communication et de guerre électronique améliorée, ainsi que d'une technologie de pilote automatique perfectionnée, pour maintenir la conscience de la situation et l'opérabilité. Le sous-marin a une longueur de 59 mètres, une largeur de 7 mètres et un pont à 2 niveaux, pour accueillir plus de 30 membres d'équipage. Lorsqu'ils seront livrés, prévus entre 2029 et 2032, ils donneront sans doute à l'Italie les sous-marins non nucléaires les plus avancés sous les eaux de la Méditerranée. Du moins pour l'instant, le membre de l'OTAN le plus susceptible de faire appel au soutien de ces nouveaux sous-marins, avancés en cas d'urgence, est l'Espagne. Étant donné que l'Espagne, avec les Britanniques à Gibraltar, est en grande partie responsable de la sécurité dans le point d'étranglement stratégique du détroit de Gibraltar, on pourrait s'attendre à ce qu'elle dispose d'une flotte de sous-marins importante. En réalité, elle ne possède actuellement que 3 sous-marins dans sa flotte, dont 2 datent des années 80. La classe Galerna de l'Espagne, également connue sous le nom de classe S-70 Agosta, approche désormais de la fin de sa durée de vie, le dernier S-71 Galerna devant être remplacé lorsque les nouveaux sous-marins de la classe S-80, plus ou classe Isaac Perel, entreront en service. Désormais, comme les autres puissances sous-marines européennes en Méditerranée, l'Espagne mène également un important effort de modernisation navale, mené par le développement de 4 nouveaux sous-marins de la classe S-80+, armés de torpilles lourdes et, à terme, d'une propulsion AIP avancée. Ces nouveaux sous-marins d'attaque diesel électrique représentent un saut majeur dans les capacités de combat sous-marin de Madrid. Cependant, des défauts de conception et une crise budgétaire ont laissé le projet Peral en suspens pendant des années. Il a fallu 5831 jours après la cérémonie de pose de la quille pour que l'Espagne lance le premier de la classe, l'Isaac Peral, en mai 2021. Le deuxième de la classe, le S-82 Narciso Monturiol, a commencé ses essais en mer à la fin de 2025, suivi des 2 navires suivants sur la commande actuelle de 6. Au total, le Cosme Garcia et le Mateo Garcia de l'Oreyes ont vu leurs quilles posées en 2010 et 2011 avec des dates de mise en service prévues respectivement en 2028 et 2029. Les navires de la classe Isaac Peral sont plus longs que la plupart des sous-marins actuels en Méditerranée, avec 81 mètres, et sont plus lourds, affichant un déplacement de 2965 tonnes en plongée. Avec une autonomie de 5000 milles nautiques, ils peuvent rester en mer jusqu'à 50 jours. Ils sont armés de mines navales, ainsi que de tubes lance-torpilles de 533 mm pour la torpille lourde DM, 2 A4 Zehecht, le missile UGM,
84 Harpoon et, en option, la torpille Black Shark. Une fois que la classe Isaac Peral sera entièrement opérationnelle, l'Espagne disposera, sur le papier, de la flotte de sous-marins conventionnels la plus puissante de l'extrême ouest de la Méditerranée. Jusqu'à ce moment-là, l'Algérie, l'autre puissance sous-marine de la Méditerranée occidentale, détient actuellement un avantage significatif sur l'Espagne. La marine nationale algérienne exploite actuellement une flotte de 6 sous-marins conventionnels diesel-électriques, tous des variantes de la classe Kilo russe, avec 2 autres variantes modernisées de la classe Kilo qui seraient en commande. Les 4 premiers: O-21, Messali, El Hodj, O-22, Akram Poucha, O-31, El Warsenis et O-32, El Hogar appartiennent à la classe projet 636 Varshavianka et sont principalement destinés aux opérations anti-navires et anti-sous-marines dans des eaux relativement peu profondes. Le sous-marin à coque de torpille mesure 238,2 pieds de long, a un déplacement de 3076 tonnes en plongée et peut, selon les rapports, atteindre des vitesses allant jusqu'à 25 nœuds. Ils sont armés de 6 tubes lance-torpilles de 533 mm, peuvent transporter jusqu'à 18 torpilles autoguidées ou filoguidées ou 24 mines AM, AM-1 et peuvent également être équipés de 4 missiles de croisière calibre. L'Algérie possède également 2 anciens sous-marins du projet 877 EKM, la version originale de la classe Kilo. Cependant, le Ruiz Hajj Moubarak et l'El Hajj Slimane ont été modernisés dans les années 2010 afin de prolonger leur durée de service et d'intégrer des armes modernes. Heureusement, malgré ses liens stratégiques anciens et profonds avec la Russie et la Chine, l'Algérie entretient des relations amicales qui s'améliorent avec l'Union européenne et l'OTAN. Ainsi, la probabilité d'un conflit sous-marin entre les puissances sous-marines à l'extrémité occidentale de la Méditerranée est faible. On ne peut pas en dire autant de l'autre extrémité de la mer. L'Égypte et Israël ont peut-être un accord de paix qui tient depuis sa signature en 1979. Mais les deux nations s'étaient déjà affrontées à 4 reprises depuis la création de l'État d'Israël en 1948. La guerre israélo-arabe cette année-là, la crise de Suez en 1956, la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. Bien que la coopération commerciale et militaire entre les deux nations soit restée stable, les tensions se sont accrues ces dernières années. L'Égypte a critiqué les actions d'Israël à Gaza, en particulier sa présence militaire dans le corridor de Philadelphie, que le Caire considère comme une violation du traité de paix. Israël, de son côté, estime que l'Égypte a tenté de s'immiscer dans les négociations entre Israël et le Liban, et n'apprécie pas ce qu'il considère comme des exercices militaires provocateurs près de sa frontière. Étant donné l'extrême importance stratégique du canal de Suez, si les tensions devaient dégénérer en conflit armé, les flottes de sous-marins des deux nations joueraient probablement un rôle décisif dans l'issue du conflit. La marine égyptienne exploite actuellement 8 sous-marins, répartis en 2 classes, dont 4 modernes de la classe S-41, type 209, 1400 Modi, des sous-marins d'attaque diesel-électrique, construits en Allemagne, et 4 anciens sous-marins de la classe Romeo, ou type 033, construits en Chine. Ils sont basés sur de conceptions soviétiques. Les coques de la classe S-41 sont des navires haut de gamme, construites avec la qualité allemande typique et mises à l'eau. Entre 2015 et 2020, ils mesurent 62 mètres de long, ont un déplacement de 1600 tonnes en plongée et sont équipés de 8 tubes lance-torpilles de 533 mm, pouvant accueillir jusqu'à 14 torpilles DM-2A4, Sea Hawk 4 ou des missiles anti-navires, UGM-84L, Harpoon Block 2. Ils peuvent également poser des mines navales. Les 4 sous-marins les plus anciens sont officiellement répertoriés comme actifs, mais servent sans doute à l'entraînement ou à des tâches portuaires vu leur âge et leur obsolescence. Cependant, comme toutes les autres nations dont nous avons parlé, l'Égypte évalue des sous-marins de nouvelle génération pour les remplacer, les classes Barracuda françaises et S-80 plus espagnoles étant apparemment les plus intéressantes. Pour sa part, la marine israélienne exploite 6 sous-marins de la classe Dolphin construits par HDW en Allemagne. Ce sont parmi les sous-marins diesel électriques les plus avancés au monde et ils constituent le cœur de la dissuasion maritime d'Israël. Les 3 premiers, INS Dolphin, INS Léviathan et INS Tekuma, appartiennent à la classe Dolphin 1 ou S-77 et ont été mis en service entre 1999 et 2000. Ils mesurent 188 pieds
de long, ont un déplacement en plongée de 1900 tonnes et sont équipés de 6 tubes lance-torpilles de 533 mm ainsi que de 4 tubes de 650 mm pour des missiles de croisière, des mines ou des véhicules de force spéciale. La nouvelle classe Dolphin 2 ou S-78 est équipée d'un système de propulsion anaérobie pour une durée d'immersion prolongée, mesure 225 pieds de long et a un déplacement de 2400 tonnes en plongée. Il possède le même armement que la classe S-77 mais dispose de systèmes améliorés, d'une coque non magnétique, d'une furtivité avancée et de la capacité de déployer des forces spéciales. Les 2 premiers de la classe, l'INS Tanin et l'INS Rahav, ont été mis en service respectivement en 2014 et 2016, tandis que le 3e, l'INS Dracon, a été livré en 2024 et est actuellement en essai en mer. Inutile de dire qu'avec tous les autres pays de la région occupés par des plans de modernisation, Israël ne fait pas exception. En 2022, Israël et l'Allemagne ont finalisé un contrat pour 3 sous-marins de nouvelle génération de la classe Dakar, afin de remplacer les anciens navires Dolphin 1, avec une livraison prévue entre 2027 et le début des années 2030. Ces navires devraient être plus grands, dotés d'une propulsion anaérobie améliorée, de systèmes de combat et capteurs plus performants, et d'une charge utile accrue pour missiles et systèmes sans pilote. Ces nouveaux navires permettront à Israël de garder son avantage sous-marin sur l'Égypte pour la prochaine génération. Bien que les relations israélo-turques se détériorent également, et que la relation d'Israël avec l'Algérie soit au mieux glaciale, il pourrait devoir compter sur une capacité secrète si une guerre islamique à grande échelle contre Israël, comme celle de 1948, devait éclater dans un avenir proche. Armes nucléaires. L'arsenal nucléaire d'Israël est l'un des secrets militaires les plus mal gardés au monde. Israël et ses alliés, dont les États-Unis, maintiennent une politique officielle d'ambiguïté nucléaire, bien que chacun sache qu'ils en possèdent. Il est largement admis que tous les sous-marins israéliens sont capables de lancer des armes nucléaires, ce qui en fait quelques-uns des rares SSK sur la planète capables de cet exploit. Ces tubes de 650 mm présents à la fois sur les sous-marins Dolphin 1 et Dolphin 2 peuvent lancer des missiles de croisière Popeye Turbo, lancés depuis des sous-marins, largement considérés comme dotés d'ogives nucléaires de 200 kilotonnes et d'une portée d'au moins 1500 km. Si cela est vrai, cela donnerait à Israël une capacité de seconde frappe en mer capable de survivre à une première attaque et le placerait au même niveau de puissance que la France. En additionnant tout cela, il paraît peu probable que la Russie et la Chine puissent obtenir une position décisive en Méditerranée, malgré leur flotte plus importante, face à une telle puissance sous-marine. Tant que le rôle fédérateur de l'OTAN dans la région perdure, la situation sous-marine devrait rester plus ou moins sous contrôle. Il devait être la marionnette favorite de Poutine. L'homme qui répondait « à quelle hauteur » quand Poutine lui ordonnait de sauter. Mais quelque chose a changé chez le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Poutine lui a encore ordonné de sauter, mais la réponse n'a pas été celle attendue par le dirigeant russe. Loukachenko a fait l'impensable. Il a humilié Poutine en cédant face aux menaces de l'Ukraine. Voici l'histoire d'un dictateur réalisant qu'il n'a jamais voulu admettre que la Russie ne peut protéger la Biélorussie. Cela signifie que Poutine ne peut pas obliger Loukachenko à faire la guerre. Poutine a essayé d'accentuer la pression. Alors que la Russie a du mal à faire quoi que ce soit en Ukraine, Poutine a clairement fait comprendre à Loukachenko que le chien autrefois fidèle doit mordre quand on le lui ordonne. Comme l'a rapporté le Kyiv Post le 25 juin, Poutine a intensifié la pression sur l'allié le plus proche qui lui reste en Europe. La Russie souhaite que la Biélorussie ait un rôle accru dans la guerre de Poutine. Cela inclut la possibilité pour la Russie de lancer plus de drones depuis la Biélorussie, voire d'ouvrir un nouveau front en mobilisant l'armée biélorusse contre l'Ukraine. Mais Loukachenko n'a pas agi assez vite au goût de Poutine. Cela a conduit Poutine à dire à son chien de poche que la Biélorussie recevra moins de soutien financier de Moscou si elle ne coopère pas avec toutes les exigences de Poutine. C'est une menace grave. Plus de 40% des exportations totales de la Biélorussie ainsi que 55% de ses importations sont liées à la Russie. Et pendant un instant, il a semblé que Loukachenko allait céder aux exigences de Poutine. Même s'il a appelé à la paix entre la Russie et l'Ukraine, un grand revirement, alors que Loukachenko affirmait auparavant que la Russie pouvait écraser l'Ukraine. Le dictateur biélorusse a affirmé que la Biélorussie serait aux côtés de la Russie et menacé que cette guerre serait complètement différente si l'Ukraine tentait d'entraîner la Biélorussie dans le conflit.
Ce sont les paroles d'un homme très effrayé, comme le montrent les actions de Loukachenko après que l'Ukraine a accru la pression. Poutine voulait entraîner Loukachenko dans la guerre, mais l'Ukraine a averti. Loukachenko avait une semaine pour fermer les relais de drones russes stationnés sur le territoire biélorusse. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré cela le 19 juin. Pas besoin d'en dire plus. Sur ces tours, il y a des stations relais russes ou biélorusses. Quelle différence? Zelensky a précisé que ces relais servaient à guider des drones russes contre des civils ukrainiens. Fermez-les, a déclaré Zelensky, adoptant un ton plus agressif envers Loukachenko que jamais pendant la guerre. Le président ukrainien a donné une semaine à Loukachenko, ce qui a déclenché des pressions de la part de Poutine. Pour Loukachenko, la situation est devenue cauchemardesque. Incapable d'apaiser Poutine avec des mots et quelques stations relais, le dictateur s'est retrouvé pris entre le marteau et l'enclume. Devait-il céder sous la pression russe ou ukrainienne? Nous avons eu notre réponse le 24 juin. C'est à cette date que l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, a révélé que Loukachenko avait pris une décision majeure qui a humilié Poutine et fait réaliser aux dirigeants russes à quel point l'étendue de son influence est en réalité limitée. La marionnette a coupé les répéteurs de signal le long de la frontière biélorusse-ukrainienne au moins 2 jours avant la date limite fixée par Zelensky. C'est la peur. Loukachenko se rend compte qu'il devrait être terrifié par l'Ukraine et malgré toute sa fanfaronnade, ce geste a clairement montré que le dictateur ne veut pas s'impliquer dans la guerre de Poutine. Il reste encore des choses à voir. Nous savons que les stations relais ont cessé leurs activités, mais nous ne savons pas si elles ont été complètement démantelées. Pour l'instant, les arrêter suffit, vu le message que cela envoie. Loukachenko ne veut pas énerver Zelensky plus qu'il ne l'a déjà fait. Nous voyons maintenant un dictateur qui protège ses arrières au lieu de soutenir pleinement Poutine. Aussi fou que Loukachenko puisse parfois paraître, il est au moins assez rusé pour prêter attention à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Pour un homme qui est désespéré de garder le pouvoir en Biélorussie, ce qu'il voit lui montre que ce n'est pas une bonne idée de se mettre l'Ukraine à dos. Loukachenko observe alors que la Russie continue de sacrifier plus de 30 000 de ses soldats chaque mois lors d'une offensive de printemps et d'été qui était censée détruire l'Ukraine, mais qui a finalement mis en évidence la faiblesse de l'armée russe. Loukachenko aurait probablement vu les données de l'ISW qui nous indiquent que la Russie a effectivement perdu le contrôle de 280 km² en mai, n'en gagnant que 40 au passage. La Russie est dans le rouge. C'est l'Ukraine qui continue de sortir gagnante en termes de gain net de territoire, ce qu'elle a également réussi en avril. Cela montre au dictateur biélorusse que la Russie n'est pas la puissance conquérante qu'il vantait. La Russie est fragile et Loukachenko sait que l'Ukraine en est la raison. Loukachenko voit aussi ce qui l'effraie le plus, les drones ukrainiens à longue portée menant des frappes partout en Russie. Au cours du mois dernier environ, Saint-Pétersbourg a brûlé à cause des drones ukrainiens. Moscou a été frappé à plusieurs reprises. Ce sont les centres du pouvoir russe et les régions que Poutine veut désespérément protéger de la guerre. Pourtant, l'Ukraine les frappe encore et encore. Ensuite, il y a la Biélorussie, sans véritable défense contre les drones. En gros, rien pour la protéger contre les essaims de drones ukrainiens si Zelensky décidait de les lancer. Loukachenko constate surtout que la Russie est en train de perdre la guerre. Et non seulement Loukachenko le voit, mais il le dit aussi. Le dictateur biélorusse a dit à des médias étrangers qu'il ne croit plus à une victoire militaire de la Russie. Il a aussi dit cela sur l'Ukraine, suggérant une impasse entre les deux camps. Mais cela reste un grand changement comparé à l'époque où Loukachenko soutenait Poutine et la chute inévitable de l'Ukraine. En 2022, Loukachenko a permis à la Russie d'envahir l'Ukraine depuis le territoire biélorusse. Maintenant, il ne maintient même plus les relais de signal en fonctionnement, tout ça parce que Zelensky lui a fixé une date limite. Loukachenko est passé d'un des plus fervents soutiens de Poutine à quelqu'un qui cède sous la pression ukrainienne. Si vous avez suivi d'autres événements en Biélorussie, vous pouvez vous demander si tout cela est réel. Alors qu'il cède face à l'Ukraine, Loukachenko a pris d'autres mesures qui contredisent l'idée qu'il dit enfin non à Poutine. Mais ces mesures ne sont pas ce qu'elles paraissent. Loukachenko semble prêt à rejoindre la guerre de Poutine. Cependant, ces actes vont vous surprendre et montrer à Poutine que Loukachenko choisira toujours celui qui peut le maintenir au pouvoir. Avant de poursuivre, rappel, vous regardez l'émission militaire. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, alors assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Donc, nous voyons une contradiction dans les actions de Loukachenko.
D'un côté, il cède à la pression ukrainienne et ferme les stations relais, mais de l'autre, on ne peut pas nier ce que l'on voit de nos propres yeux. La Biélorussie se remilitarise à un niveau inédit depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. L'Atlantic Council en a fait état le 25 juin, sous un titre qui suggère que Loukachenko se prépare en réalité à s'impliquer dans la guerre. Nous savons aussi que Poutine a insisté sur le transfert d'armes nucléaires tactiques vers la Biélorussie sans vérification indépendante, malgré des exercices nucléaires conjoints avec la Russie en Biélorussie en mai dernier. La Biélorussie élimine aussi les obstacles politiques, juridiques et militaires freinant son engagement dans la guerre de Poutine, ce qui paraît d'emblée un mauvais signe. Loukachenko a annoncé en mai une mobilisation sélective en Biélorussie, perçue comme une préparation à une guerre potentielle. Le principal avertissement provient peut-être d'un rapport de l'opposition biélorusse en exil adressé au ministère ukrainien des Affaires étrangères. Ce rapport a mis en avant 8 indicateurs clés montrant que Loukachenko se prépare effectivement à la guerre, dont une doctrine militaire adoptée en 2024 qui autorise des frappes préventives, et une augmentation de 50% du nombre de soldats sous contrat dans l'armée biélorusse depuis 2022. Tout cela suggère le contraire de ce que nous venons de dire. Comment expliquer cela? Pourquoi la Biélorussie reculerait-elle face à l'Ukraine alors qu'elle semble se préparer à la guerre? Les apparences sont trompeuses. Il est indéniable que Loukachenko renforce l'armée biélorusse. Cependant, il ne fait pas tout cela pour se préparer à une guerre contre l'Ukraine. Il y a une autre raison, et tout cela tient à la personnalité de Loukachenko. C'est un dictateur. Et même s'il a été la marionnette de Poutine pendant de nombreuses années, s'il y a bien une chose que les dictateurs apprécient plus que les alliances, c'est le pouvoir qu'ils détiennent dans leur pays. La réalité de la montée en puissance militaire biélorusse, c'est que cela n'a pas vraiment autant d'importance qu'on pourrait le croire, du moins en ce qui concerne l'Ukraine. La Biélorussie reste faible militairement, une mobilisation sélective n'y changera rien. Le pays a toujours gardé une petite armée, Loukachenko pensant probablement pouvoir compter sur la Russie pour défendre le territoire en cas de menace. Ou plus précisément, il pouvait compter sur Poutine pour rester au pouvoir. C'est pourquoi l'intégration entre les armées russes et biélorusses a tant progressé ces dernières années. Loukachenko croyait vraiment qu'il avait misé sur le bon cheval lorsque Poutine a lancé son invasion. Puis les 4 dernières années et plus se sont écoulées et Loukachenko a eu une désillusion brutale. Ainsi, quand la Biélorussie renforce son armée, il ne faut pas penser que Loukachenko se prépare à rejoindre Poutine en Ukraine. Ce serait suicidaire, autant pour la petite armée biélorusse que pour le pays. En réalité, ce que fait Loukachenko ici, c'est ce que tous les dictateurs de petits pays font lorsque la situation dégénère et que leur grand protecteur se dévoile. Loukachenko se protège lui-même. Le dictateur biélorusse constate l'échec de la Russie en Ukraine et comprend que sa priorité actuelle est de se protéger. Mobilisation sélective et renforcement militaire sont donc engagés. Loukachenko ne se fait aucune illusion sur l'amour de ses concitoyens. Si son opposition principale a été forcée à l'exil, c'est parce que Loukachenko sait qu'elle pourrait facilement rassembler assez de soutien pour le renverser si elle restait en Biélorussie. Voyant la Russie échouer gravement en Ukraine avec plus de 30 000 pertes mensuelles et la perte de territoire au profit de l'Ukraine, Loukachenko ne prévoit pas de rejoindre Poutine dans son invasion. Il prépare l'armée biélorusse à le protéger quand tout partira en vrille. Il existe plus de preuves pour ce point de vue qu'on ne le pense. Malgré son soutien à Poutine, Loukachenko n'a pas permis à la Russie d'envahir via la Biélorussie depuis les premiers jours de l'invasion. Depuis plus de 4 ans, aucun soldat biélorusse n'est présent en Ukraine. Loukachenko n'a pas sauté le pas vers la guerre lorsque les choses allaient relativement bien pour la Russie, et il ne va pas le faire maintenant qu'il voit que la Russie est en train de perdre. Il y a aussi cette attitude de précaution évoquée plus tôt, comme fermer les stations de relais. Loukachenko veut montrer à l'Ukraine que la Biélorussie ne représente pas une menace. Même avant cette fermeture, le 16 juin a apporté la nouvelle que Loukachenko avait carrément déclaré que la Biélorussie n'était pas une menace militaire pour l'Ukraine lors d'une interview dans laquelle le dictateur biélorusse s'est même excusé auprès de Zelensky pour des propos qu'il avait tenus dans le passé. Il faut aussi considérer le gros accord. En mars, les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Biélorussie se sont soudainement améliorées. Loukachenko a déclaré avoir été invité à discuter d'un gros accord avec le président américain Donald Trump au moment où les États-Unis allégèrent les sanctions contre la Biélorussie. Fin mai, des rumeurs évoquaient une possible apparition de Loukachenko à une réunion du Conseil de la paix créée par Trump. Ce dégel des relations entre la Biélorussie et les États-Unis nous montre que Loukachenko essaie de tisser des liens avec l'Occident, ce qui est impardonnable aux yeux de Poutine. Loukachenko est censé être un toutou.
Mais tous ces gestes montrent à Poutine que le dictateur qui appelait autrefois le président russe son grand frère cherche maintenant à sauver sa peau plutôt qu'à obéir à la Russie. Loukachenko est prudent car il sait qu'une guerre contre l'Ukraine serait désastreuse pour lui et son pays. Loukachenko a raison. La Biélorussie n'aurait aucune chance. Comme indiqué plus tôt, la Biélorussie est un nain militaire. C'est particulièrement vrai lorsqu'on compare ce pays à l'Ukraine. Les forces biélorusses n'ont aucune véritable expérience du combat et Loukachenko les enverrait en Ukraine contre des troupes qui se battent depuis 2022. Loukachenko le sait mieux que quiconque. Lors de la même interview où il a présenté ses excuses à Zelensky pour ses propos passés, il a reconnu la vulnérabilité de la Biélorussie. C'est un aveu à double facette. Loukachenko affirme que l'armée biélorusse ne peut pas résister à l'Ukraine et que la Russie ne pourrait ni défendre son territoire ni sa présidence s'il engageait son pays dans la guerre. Sur le plan militaire, la Biélorussie n'a aucune chance. Ses 63 000 militaires actifs et ses 365 400 réservistes font pâle figure face aux 900 000 militaires actifs de l'Ukraine à eux seuls. Et cela avant même d'inclure les 4 millions de réservistes. La Biélorussie n'est en tête dans aucun domaine, que ce soit sur terre, en mer ou dans les airs, et pire encore pour Loukachenko, il sait que les drones ukrainiens infligeraient de lourds dégâts à son pays. Il a vu les drones ukrainiens frapper partout en Russie, transformant ainsi la taille du pays en une faiblesse majeure. La Biélorussie est minuscule comparée à la Russie, mais cela la rend aussi plus compacte. Chaque centre industriel en Biélorussie deviendrait une cible pour les drones ukrainiens, qui frapperaient impunément une nation dont l'économie, très dépendante de la Russie, s'effondrerait avec la baisse de la production et de nouvelles sanctions. Loukachenko ne veut pas d'ennui avec l'Ukraine. Il ne croit plus que la Russie puisse le protéger. La Russie tente de persuader Loukachenko de rester avec Poutine. Le 23 juin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie protégerait la Biélorussie par tous les moyens si le moment venait, tout comme elle a protégé les dirigeants du Venezuela, de la Syrie et de l'Iran lorsqu'ils ont été menacés. Attends, ces dirigeants ne sont plus là. Loukachenko a bien vu comment la Russie protège ses alliés et il sait qu'il subirait le même sort s'il provoquait l'ours ukrainien en remettant les relais en service et en envoyant son armée dans la guerre. On comprend enfin la vraie raison du comportement erratique de Loukachenko ces derniers mois. Ici, nous avons un dirigeant qui n'a jamais vraiment été un diplomate, essayant de marcher sur la corde raide entre la Russie et l'Ukraine, et il ne s'en sort pas très bien. Il affiche son soutien à Poutine, puis s'excuse aussitôt auprès de Zelensky. Il évoque la Biélorussie, avertit l'Ukraine de ne pas impliquer son pays dans la guerre, puis coupe les relais de signal à la demande de Zelensky. Et comme tous ces comportements contradictoires montrent un dictateur en crise, tout revient à un fait simple. Loukachenko essaie simplement de sauver sa propre peau. Après tout, il sait qu'entrer en Ukraine serait une catastrophe. Pour son armée et tout son avenir comme dictateur de la Biélorussie. Le 26 juin, UA News a révélé que l'analyste politique Igor Tishkevich a souligné que pratiquement personne en Biélorussie ne veut avoir quoi que ce soit à voir avec la guerre de Poutine, et cela depuis le début. Tishkevich affirme qu'entre 55 et 60% des Biélorusses s'opposent catégoriquement à toute implication de l'armée biélorusse dans la guerre en Ukraine. Seuls 5 à 7% soutiennent activement un tel scénario, ce qui nous en dit long sur les actions de Loukachenko. Il a réussi à maintenir son emprise sur le pouvoir en s'appuyant sur la Russie pendant de nombreuses années. Au fur et à mesure que la Russie s'affaiblit, Loukachenko doit écouter le peuple qui refuse l'effusion de sang inévitable si Loukachenko suit les ordres de Poutine. Si la Biélorussie entre en guerre, Loukachenko ferait probablement face à un soulèvement. Voici la vraie raison du renforcement militaire biélorusse. Tout cela vise à maintenir Loukachenko au pouvoir alors qu'il cherche désespérément une issue à l'impasse créée par son soutien à la Russie en 2022. Si vous parvenez à percer les secrets de l'armée de votre ennemi, ses faiblesses sont exposées et la victoire devient inévitable. L'Ukraine le sait. L'élan que l'Ukraine a acquis en 2026 repose sur une compréhension approfondie de tout, de la stratégie russe jusqu'aux équipements et systèmes militaires que Moscou a mis en place. Mais désormais, l'Ukraine va tout faire exploser. L'Ukraine n'a pas seulement percé les plus grands systèmes militaires russes, elle les expose à chacun des ennemis auxquels Poutine est confronté. Dans un coup de génie, l'Ukraine vient de donner à l'OTAN les clés de tout l'arsenal russe. Des secrets ont été révélés, des stratégies pour faire face à la Russie peuvent être élaborées. Les armes de la Russie viennent d'être retournées contre le pays même qui les utilise contre l'Ukraine depuis plus de 4 ans. Comment? Trophy Lab.
C'est le nom d'une nouvelle base de données ukrainienne qui contient des informations techniques approfondies sur toutes les armes russes auxquelles l'Ukraine a dû faire face depuis février 2022. Le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, a partagé les détails dans une publication sur X annonçant le lancement de cette nouvelle base de données. L'Ukraine lance Trophy Lab. Nous donnons accès aux technologies d'armes russes capturées à nos partenaires internationaux. Chaque missile, drone et véhicule capturé sur le champ de bataille devient une source d'information pour le monde libre, a affirmé Fedorov. C'est déjà énorme pour plusieurs raisons que nous allons détailler, mais il y a plus. D'après le ministre de la Défense ukrainien, les Alliés n'auront pas accès uniquement à quelques fichiers de spécifications techniques. Ils auront accès direct aux armes récupérées par l'Ukraine, permettant d'ajouter de nouvelles études consultables par tous à la base de données. Cette plateforme sécurisée offre aux gouvernements alliés, laboratoires et fabricants de technologies de défense un accès à des données techniques, rapports et vulnérabilités approfondies. Les utilisateurs peuvent aussi demander du matériel pour des tests, ce qui accélère considérablement le développement des contre-mesures. Ce que nous voyons ici est très simple. L'Ukraine a percé les secrets de dizaines d'armes russes, ce qui lui a permis de garder une longueur d'avance sur Poutine. Désormais, l'Ukraine prévoit de partager ces données avec des alliés disposant de plus de ressources et n'opérant pas en zone de guerre pour mieux révéler les faiblesses des systèmes d'armes russes. Ce sera un échange à double sens. L'Ukraine révèle ce qu'elle sait, ses alliés enrichissent cette base de connaissances et tous ceux qui s'opposent à la Russie en bénéficient. Poutine sera absolument furieux. Une fois de plus, l'Ukraine a sorti un atout de sa manche que le président russe n'aurait jamais pu prévoir et tout ce qu'il peut faire, c'est regarder alors que des secrets qui n'auraient jamais dû être révélés sur la scène mondiale tombent directement entre les mains des ennemis de la Russie. Ce qui va vraiment énerver Poutine, c'est que l'Ukraine pourra en rajouter à l'humiliation de la Russie. Trophy Lab n'existerait pas sans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors que Poutine ordonne davantage d'assauts et de frappes aériennes, la base de données créée par l'Ukraine ne fera que se renforcer. Les frappes laissent toujours des débris. L'Ukraine peut ainsi récupérer et étudier ces débris pour mieux les comprendre. La grande ironie ici, c'est que la stratégie de la Russie va causer sa propre perte, notamment sur le front des drones et des missiles. Poutine a beaucoup utilisé ces deux armes alors que la campagne terrestre russe faiblit. France 24 rapporte qu'au mois de mai seulement, la Russie a lancé 8150 drones d'attaque contre l'Ukraine, ce qui constitue un record, ainsi que 211 missiles et des milliers de bombes guidées. Toutes ces armes laissent des débris, obus, douilles, puces, autant d'informations qui révèlent ce que la Russie fabrique, comment contrer ces armes. Quand ces débris tombent entre les mains de spécialistes capables de tout démonter, d'immenses secrets sont révélés. Poutine aurait dû comprendre que l'Ukraine, parmi tous les pays, saurait démonter les armes russes. Il a vu de ses propres yeux l'innovation constante de l'Ukraine pendant sa soi-disant opération militaire spéciale. Il sait peut-être aussi, comme le rappellent les Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine, que la science et l'ingénierie ukrainienne représentaient 13 à 15% du potentiel de R&D de l'ex-Union soviétique. Les scientifiques ukrainiens savaient ce que la Russie construisait jusqu'au début des années 90. Ils ont peut-être travaillé sur plusieurs armes actuellement utilisées par la Russie. Attaquez les gens doués pour la technique et vos secrets sont exposés. Trophy Lab va dévoiler tous les secrets militaires que la Russie veut garder cachés. L'Ukraine prépare cette initiative depuis un moment. Le 28 mai, Euromaidan Press a rapporté que le cabinet des ministres ukrainiens avait adopté de nouvelles règles sur la gestion de l'équipement militaire russe. Ces règles définissent les procédures de transfert de l'équipement russe capturé et, surtout, créent un cadre juridique permettant d'utiliser les informations tirées de ces armes pour développer la défense de l'Ukraine et renforcer la coopération internationale. Bien que Fyodorov ait évoqué les trophées à l'époque, cette décision a d'abord été perçue comme un moyen pour l'Ukraine de rationaliser l'utilisation de l'équipement russe capturé et abandonné afin de répondre à ses propres besoins de défense. Mais avec le Trophy Lab, l'Ukraine a révélé quelque chose de bien plus important. Les ennemis de la Russie disposent désormais d'une masse d'informations, résultat de plusieurs années de combats ukrainiens. Ces données sont accessibles aux nations occidentales et aux entreprises de défense, qui peuvent s'en servir pour développer des armes contre les moyens militaires russes les plus dangereux. C'est majeur pour l'OTAN et l'Ukraine, comme nous l'expliquerons dans un instant. Cependant, il y a la petite question de savoir comment Trophy Lab va fonctionner, à aborder en premier. Voici ce que nous savons jusqu'à présent. Fedorov a déjà expliqué quelques éléments de base. Trophy Lab servira de dépôt commun pour l'armement russe et il inclut pratiquement tout ce que l'Ukraine a pu récupérer. Cela inclut missiles, drones, véhicules abandonnés et divers systèmes que la Russie a employés et laissés en Ukraine.
L'accès à la base de données est restreint. Toute personne souhaitant y accéder doit en faire la demande, mais une fois l'accès obtenu, cet utilisateur peut télécharger la documentation technique, accéder à des études et des rapports, et même demander à l'Ukraine de lui envoyer des échantillons des armes répertoriées dans la base de données pour une étude directe. Nous avons également quelques chiffres. Le site officiel de Trophy Lab indique que la version initiale de la base de données comprendra plus de 115 échantillons tous capturés sur le champ de bataille puis transférés dans des installations ukrainiennes pour la recherche. Ces échantillons sont répartis dans un catalogue qui comporte 79 catégories et sous-catégories d'équipements. Il permet aussi à l'Ukraine de mettre en avant des composants et matériaux utilisés dans les armes russes. Donc, ce ne sont pas seulement les armes elles-mêmes qui sont exposées, ce sont aussi les composants spécifiques utilisés pour les fabriquer. L'Ukraine mettra également à disposition plus de 225 études complètes fournies par des laboratoires, des institutions scientifiques et des centres d'ingénierie. Ceci est une plateforme de recherche offrant de nombreuses possibilités. L'Ukraine a réussi à rassembler toutes ces informations même en se défendant contre la Russie et en subissant des attaques à longue portée. C'est impressionnant. Découvrir certaines armes révélées par cette base de données montre aussi jusqu'où l'Ukraine est prête à aller pour créer une ressource utile à tous les ennemis de la Russie. Dans son rapport sur Trophy Lab, Defense News révèle que parmi les 115 échantillons capturés se trouvent des missiles hypersoniques Kinzhal et le char de combat principal russe T-90M. Ce sont parmi les meilleures armes dont dispose la Russie. Désormais, les ennemis de Poutine peuvent tout savoir à leur sujet ou accéder directement à ces échantillons pour leurs recherches. Defense News précise que les partenaires vérifiés peuvent demander des échantillons pour des tests physiques dont la nature varie selon leurs besoins. L'inspection non destructive sera sans doute la plus courante. Trophy Lab offre aussi aux partenaires la possibilité de demander des échantillons à démonter ou à tester jusqu'à destruction. Cette option serait précieuse pour ceux développant des contre-mesures et dispositifs de guerre électronique visant à neutraliser les armes russes. Quant aux candidatures, elles sont ouvertes en ce moment. Cela ne veut pas dire que n'importe qui peut envoyer ces informations. Ce n'est pas tout à fait exact. Trophy Lab a une page d'inscription et n'importe qui peut tenter de remplir le formulaire. Le formulaire indique que seules les institutions gouvernementales étrangères et les entreprises de défense peuvent postuler. L'Ukraine exige aussi divers documents et lettres signés pour garantir l'absence de conflit d'intérêts et faciliter la vérification. Vous pouvez postuler, mais vous serez écarté, comme toute entité tentant de contourner le processus ukrainien. Cela signifie que la Russie ne pourra pas découvrir ce que l'Ukraine sait sur ses armes. Il n'y aura aucun ajustement basé sur les informations contenues dans la base de données ukrainienne du côté de Poutine. L'Ukraine dispose déjà de tous les mécanismes nécessaires. Maintenant que nous comprenons le fonctionnement du Trophy Lab, abordons la question essentielle. Pourquoi cette nouvelle base de données est-elle si importante? Avant de passer aux réponses, rappel, vous regardez l'émission militaire. Si vous trouvez des informations intéressantes sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos quotidiennes. Nous allons commencer par l'évidence. L'apparition de Trophy Lab est un atout majeur pour l'Ukraine alors qu'elle cherche à renforcer ses liens avec ses alliés, en particulier ceux qui font partie de l'OTAN. Fyodorov le souligne clairement en indiquant que la Russie utilise tout son arsenal contre l'Ukraine et que l'Ukraine démonte systématiquement la partie de cet arsenal qu'elle a capturé afin d'apprendre comment les arrêter. L'OTAN a besoin de ces informations. L'Alliance et ses membres ont déjà beaucoup soutenu l'Ukraine et cherchent à en faire plus. La secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Benedetta Berti, l'a clairement indiqué le 17 juin. Elle a souligné que 99% de l'aide militaire reçue par l'Ukraine provient des alliés de l'OTAN et que réaffirmer le soutien de l'organisation à l'Ukraine est une priorité. Avant un sommet de l'OTAN prévu à Ankara du 7 au 8 juillet, Trophy Lab est l'une des façons pour l'Ukraine de rendre l'appareil à l'alliance de l'OTAN. Et cela montre que les relations entre l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN sont loin d'être à sens unique. L'Ukraine révèle des secrets qui vont grandement aider l'OTAN à défendre ses propres intérêts contre la Russie. Honnêtement, Trophy Lab est arrivé au meilleur moment. À la fin de 2025, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a souligné que la Russie intensifie ses tactiques de guerre hybride contre les membres de l'Alliance et il a suggéré que la Russie pourrait bien frapper une nation de l'OTAN d'ici 5 ans. Cela équivaut à une échéance fixée à la fin de 2030 voire avant, pour que l'OTAN se ressaisisse et prépare le type de défense dont elle aura besoin pour se prémunir contre l'agression russe. Certains affirment que le délai est plus court qu'indiqué par Mark Rutte. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, indique que des experts allemands pensent que cela pourrait survenir en 2029. Selon CBC Canada, cette opinion semble partagée par plusieurs membres de l'OTAN et confirmée par les actions actuelles de la Russie.
Des infrastructures permettant le déploiement de jusqu'à 115 000 soldats aux frontières nordiques et baltes sont mises en place afin de menacer directement les flancs est et nord de l'OTAN. La Russie a testé des procédures liées aux armes nucléaires en Biélorussie. Même s'il est embourbé dans une guerre contre l'Ukraine qui ne se déroule pas du tout comme prévu, Poutine s'enfonce encore plus dans l'agression et l'OTAN est la cible évidente. Avec tout cela à l'esprit, l'OTAN a besoin d'autant d'informations que possible sur les armes et les tactiques russes. Trophy Lab les fournira. Ce véritable trésor permettra aux membres de l'OTAN de développer des contre-mesures inédites contre les armes russes. Évidemment, c'est important pour l'OTAN, mais pour l'Ukraine, cela pourrait aussi signifier que des innovateurs en dehors de son propre territoire pourraient proposer des concepts qui pourraient être utilisés pour contrer la Russie. Et il n'y a rien que Poutine puisse faire à ce sujet. Chaque attaque russe, terrestre ou aérienne, permet à l'Ukraine de capturer plus de trophées et de partager plus de données avec l'OTAN. La seule façon d'arrêter ce flux d'informations, c'est que Poutine mette fin à son invasion. Cela n'arrivera pas. Chaque jour à partir du lancement du Trophy Lab sera un jour où les plus grands secrets de la Russie seront révélés à et par précisément ceux qui ne devraient pas avoir accès à ces informations. Ce n'est pas seulement dangereux pour la Russie, c'est aussi humiliant pour un dirigeant qui se présente depuis longtemps comme le seul à pouvoir la défendre contre l'OTAN. Au-delà de tout cela, Trophy Lab illustre ce que l'Ukraine fait depuis un certain temps. Toute l'expérience acquise par l'Ukraine sur le champ de bataille au prix de ses propres sacrifices pendant l'invasion russe devient un atout transférable, rendant l'Ukraine plus précieuse que jamais pour ses partenaires. Trophy Lab est peut-être l'aboutissement du partage de connaissances de l'Ukraine, mais ce n'est pas le seul exemple. Rien qu'en 2026, nous avons appris que l'Ukraine a fourni plus de 500 000 heures de séquences filmées par ses drones, qui sont désormais utilisés pour entraîner des systèmes d'IA qui seront installés dans encore plus de drones. Ces vidéos de la ligne de front montrent comment cibler les armes russes et révèlent les tactiques de la Russie. Pour l'entraînement de l'IA, elles aident les systèmes autonomes à identifier des cibles et à frapper sans intervention humaine. Les images d'Ukraine sont précieuses car elles sont réelles. Vous affrontez toutes les conditions météo, terrain et imprévues qu'une simulation ne peut reproduire, explique Peter Kent. PDG d'Enabled Intelligence, il utilise cette source inépuisable d'images dans son travail. C'est tout l'intérêt. Ces connaissances, éprouvées au combat par l'Ukraine, sont bien plus précieuses que des simulations ou suppositions. Nous constatons aussi que l'Ukraine s'est transformé son expérience en atout transférable dans la région du Golfe. Après que les États-Unis ont lancé l'opération Epic Fury contre l'Iran, les nations du Golfe entourant l'Iran se sont retrouvées sous des attaques régulières de drones Shahed et de missiles iraniens. La Russie utilise ces deux armes contre l'Ukraine, rendant soudain l'expertise ukrainienne très précieuse pour des nations qui n'auraient jamais envisagé l'Ukraine comme partenaire de défense. L'Ukraine a envoyé plus de 200 experts en drone dans le Golfe pour montrer au Qatar et à l'Arabie saoudite comment se défendre contre la menace des drones iraniens. Cette démarche a permis à l'Ukraine de conclure des partenariats de défense de 10 ans avec 3 pays du Golfe, dont ceux cités et les Émirats arabes unis. Est-ce que ces pays auront accès à Trophy Lab? Peut-être. Si eux et tous les alliés occidentaux de l'Ukraine utilisent pleinement cette nouvelle base de données, la Russie devra alors affronter un effort de recherche mondiale dédié à neutraliser chaque arme employée en Ukraine. Tout cela est une conséquence des actions de Poutine. S'il n'avait pas envahi l'Ukraine, toutes ces informations auraient pu rester secrètes. La Russie aurait pu entretenir l'illusion d'être une grande puissance militaire sans que personne ne le sache. Mais l'incompétence de la Russie a déjà été révélée par plus de 4 ans d'échecs en Ukraine. Les armes utilisées par la Russie ont servi à obtenir des informations transférables, l'Ukraine étant au centre. La Russie est à nouveau piégée. Plus elle se bat, plus l'Ukraine reçoit d'informations et renforce ses alliances avec ses partenaires. Trophy Lab est désormais le vecteur d'une catastrophe provoquée par Poutine. C'est aussi un symbole de l'Ukraine, désormais acteur majeur de l'industrie mondiale de la défense. Durant la guerre, l'Ukraine était présentée comme bénéficiaire. Maintenant, cette situation a changé. Bien que l'Ukraine reçoive encore beaucoup d'aide, comme l'a montré l'engagement de 4 milliards de dollars pris par plusieurs pays de l'OTAN pour sa défense lors de la réunion du format Ramstein du 18 juin, elle peut désormais rendre l'appareil. La diplomatie des drones ukrainiens lui a permis, par exemple, de conclure des accords dans la région du Golfe. Trophy Lab pourrait devenir le moteur de nouveaux partenariats où l'Ukraine fournit les infos et les alliés fabriquent les armes. Mais Trophy Lab offre un potentiel supérieur en permettant aux alliés d'inspecter directement les armes russes.
Peut-être que les Alliés auront les idées et que l'Ukraine les fabriquera et les testera sur le terrain. C'est une symbiose entre l'Ukraine et ses alliés. Les relations autrefois unilatérales sont désormais clairement réciproques, faisant de l'Ukraine un partenaire précieux pour ses soutiens dans sa défense contre la Russie. Concernant la Russie et l'Ukraine, l'influence de Poutine diminue tandis que celle de l'Ukraine grandit et cela se produit en temps réel. La Russie a perdu des alliés majeurs comme le Venezuela, l'Iran et la Syrie à cause de l'éviction de dirigeants soutenus par Poutine. L'influence de l'Ukraine est aujourd'hui plus forte que jamais. Les nations qui se tournaient autrefois vers la Russie pour obtenir de l'aide pour leur défense se tournent maintenant vers l'Ukraine. La guerre de Poutine a renforcé l'OTAN au lieu de l'affaiblir, et l'Ukraine est désormais clé pour faire en sorte que l'OTAN devienne plus forte que jamais. Les pires cauchemars de Poutine se réalisent tous. Alors que les armes russes sont exposées et que l'Ukraine empêche la Russie de savoir ce qui a été appris, Poutine doit constater que ces tentatives de division ont renforcé l'unité. L'Ukraine est ce que Poutine a toujours redouté. Désormais, l'OTAN détient les clés de tout l'arsenal russe. La dernière humiliation de la Russie est sur le point d'être révélée. Trophy Lab est une enquête sur l'échec de l'armée russe, sans équivalent. Mais la Russie devrait être habituée à se ridiculiser avec ses armes à ce stade. Elle a dépensé des milliards dans un soi-disant chasseur furtif de 5e génération, mais les résultats pathétiques montrent combien la Russie est en retard sur les États-Unis et la Chine. Le Su-57 n'est que du battage médiatique, sans rien de concret, et vous pouvez découvrir pourquoi en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour voir plus de nos reportages sur les derniers développements en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.